La pluie martelait les fenêtres du petit cottage de Millbrook, dans le Connecticut, comme si le ciel lui-même essayait de les avertir de ce qui allait arriver. À l'intérieur, la lumière chaude d'une unique lampe de chevet projetait des ombres dansantes sur les murs de la minuscule chambre d'Emma. Lily Sinclair était assise au bord du lit de sa fille, sa voix douce et mélodieuse, alors qu'elle lisait un livre de contes de fées usés. Et la princesse retrouva le chemin de la maison, chuchota Lily en écartant une mèche de cheveux blonds du front d'Emma. Parce qu'elle n'a jamais abandonné, elle a continué, peu importe à quel point la forêt devenait sombre. Emma, âgée de 7 ans, avec ses yeux noisettes curieux, serrait son lapin en peluche contre sa poitrine. Maman, est-ce que les princesses ont peur parfois? Lily sourit, bien que quelque chose vacilla dans son regard. Bien sûr que oui, ma chérie. Être courageux ne veut pas dire que tu n'as pas peur. Ça veut dire que tu continues même quand tu as peur. Le tonnerre gronda au loin. Les lumières clignotèrent une fois, deux fois, puis la fenêtre explosa vers l'intérieur. Le verre se brisa sur le sol de la chambre comme un millier de petits cris. La lampe s'éteignit. Emma hurla tandis que Lily l'attrapait, la tirant du lit avec une force désespérée. « Chut, mon bébé, pas un bruit. » Les mains de Lily tremblaient alors qu'elle traînait Emma vers le placard, écartant les vêtements suspendus pour révéler une petite porte cachée derrière. Une porte qu'Emma n'avait jamais vue auparavant. À l'intérieur, maintenant, en bas. Des bottes lourdes résonnèrent sur le plancher en bois. Des voix d'hommes, froides et autoritaires. La porte d'entrée vola en éclats. Lily poussa Emma dans l'espace exigu derrière la fausse cloison. Dans l'obscurité, Emma pouvait voir le visage de sa mère, illuminé seulement par l'éclair lointain à travers la fenêtre brisée. Lily pleurait. « Maman, qu'est-ce qui se passe? » Lily pressa quelque chose de froid et de lourd dans la paume d'Emma. Une bague, un anneau de platine. D'étranges motifs géométriques entourant un diamant bleu qui semblait briller même dans l'obscurité. « Écoute-moi, Emma. Écoute attentivement. » Des coups de feu éclatèrent en bas. Quelqu'un cria. Pas sa mère. Pas encore. Lily agrippa les épaules d'Emma, ses doigts s'enfonçant assez fort pour laisser des bleus. « Cours, mon bébé. Trouve Vincent Blackwood à New York. Donne-lui cette bague. Implore sa protection. Souviens-toi du nom que je te donne. Vincent Blackwood. Survis, d'accord? C'est tout ce que tu dois faire. Survivre. » « Maman, non. Viens avec moi, s'il te plaît. » La porte de la chambre s'ouvrit violemment. 3 silhouettes en noir, les visages cachés par des masques, les armes levées. Lily se tourna pour leur faire face, plaçant son corps entre le placard et les intrus. « Cours, Emma. La porte de derrière, à travers les bois. Ne t'arrête pas. Ne te retourne pas. » « La bague, » grogna l'un des hommes. « Où est-elle? » La voix de Lily était ferme, même si des larmes coulaient sur son visage. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Un coup de feu. Lily chancela en arrière, se tenant le ventre. Le rouge fleurit sur sa chemise de nuit blanche comme des roses dans la neige. Emma hurla. « Cours !» L'ordre final de sa mère déchira l'air tandis que Lily se jetait sur l'intrus le plus proche, gagnant de précieuses secondes avec son dernier souffle. Emma courut. À travers le passage secret, dans un couloir étroit dont elle ignorait l'existence, par une petite porte qui donnait sur le jardin. La pluie la frappa comme des aiguilles de glace. Ses pieds nus glissèrent sur l'herbe mouillée alors qu'elle sprintait vers la lisière des arbres. Derrière elle, d'autres coupes de feu, d'autres cris, puis un son qui hanterait ses rêves pour toujours. La voix de sa mère, criant une dernière fois, puis se taisant. Emma plongea dans la forêt. Des branches griffaient son visage. Des racines s'agrippaient à ses chevilles. Elle courut jusqu'à ce que ses poumons la brûlent, jusqu'à ce que ses jambes la lâchent, jusqu'à ce qu'elle s'effondre, le visage dans la boue. La pluie lava son petit corps. Dans son poing serré, la bague appuyait fort contre sa paume. Le sang de sa mère tachait encore ses doigts, se mélangeant à la boue et à la pluie. Emma ouvrit la bouche pour crier, pour pleurer, pour appeler sa maman, mais aucun son ne sortit, seulement le silence, seulement la pluie, seulement le poids d'une bague qu'elle ne comprenait pas et un nom gravé dans sa mémoire. Vincent Blackwood. 36 heures et se cacher dans des fossés, à dormir sous des ponts, à boire l'eau de pluie des flaques. 36 heures à sursauter à chaque bruit, à fuir chaque ombre.
Emma avait perdu le fil de comment elle était arrivée jusqu'ici. Un camion de livraison en direction du sud. Un train de marchandises sur lequel elle est montée quand personne ne regardait. Marcher jusqu'à ce que ses pieds saignent, puis marcher encore. Maintenant, elle se tenait à la lisière d'un quartier industriel quelque part en périphérie de New York. Les entrepôts se dressaient autour d'elle comme des géants endormis. Le vent d'automne transperçait sa fine chemise de nuit, toujours tachée de boue et de quelque chose de plus sombre à quoi elle refusait de penser. Ses pieds nus laissaient des empreintes sanglantes sur le béton froid. La bague était suspendue à un bout de ficelle autour de son cou, cachée sous ses vêtements. Elle pouvait la sentir contre sa poitrine à chaque battement de cœur. Froide, lourde, la seule chose qui lui restait de sa mère. Vincent Blackwood. New York. Elle était arrivée à New York, mais la ville était énorme, sans fin, terrifiante. Comment était-elle censée trouver un seul homme parmi des millions? Des voix. Emma se cacha derrière une benne à ordures rouillée, se faisant aussi petite que possible. Deux hommes en tenue tactique noire passèrent, parlant dans des radios. Secteur sept, rien à signaler. Aucune trace de la fille. Continuez à chercher. Le patron veut cette bague avant minuit. Emma pressa sa main sur sa bouche pour étouffer sa respiration. C'étaient les mêmes hommes, ceux qui avaient tué sa mère. Elle attendit que leur pas s'éloigne, puis rampa le long du mur vers une autre ruelle. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, un SUV noir tourna au coin de la rue. Des hommes différents cette fois. Costume gris, professionnels. L'un d'eux parlait dans un téléphone tout en balayant la zone du regard. On est proche. Les renseignements disent qu'elle a été repérée près de la gare de triage il y a 2 heures. N'oubliez pas, l'enfant doit être ramenée vivante. Ce sont les ordres, vivante et indemne. Le cœur d'Emma battait de la chamade. 2 groupes, tous deux à sa recherche. L'un la voulait morte pour la bague, l'autre la voulait vivante. Aucune des 2 options ne semblait sûre. Elle se faufila à travers une brèche dans un grillage, se coupant le bras sur le fil coupant. Le sang coula jusqu'à son coude, mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait pas s'arrêter. À 3 pâtés de maison de là, à l'intérieur d'un entrepôt banal qui servait de point de rencontre secret parmi tant d'autres, Vincent Blackwood était assis en bout d'une longue table. 36 ans. Des yeux gris acier qui avaient été témoins de choses que la plupart des gens ne pouvaient imaginer. Une légère cicatrice parcourait sa joue droite, souvenir d'une leçon apprise il y a longtemps. Son costume noir était parfaitement taillé. Sa posture était détendue mais alerte, comme un prédateur au repos. Autour de lui étaient assis ses lieutenants les plus fiables, discutant des itinéraires de livraison et des conflits territoriaux. Les affaires courantes dans l'Empire Blackwood. La famille Castellano empiète à nouveau sur nos ports, rapporta un homme. L'expression de Vincent resta inchangée. Alors, repoussez-les, discrètement. Une agitation soudaine à l'extérieur interrompit la réunion. Des voix fortes. Le son reconnaissable d'armes que l'on dégaine. Vincent leva une main. Le silence se fit instantanément. Rapport. Un de ses gardes vérifia les moniteurs de sécurité, puis fronça les sourcils. Chef, nous avons 2 groupes inconnus sur notre territoire. Ils sont armés. Ils semblent chercher quelque chose. Vincent se leva de sa chaise, boutonnant sa veste avec un calme délibéré. Montrez-moi. Le garde afficha les flux des caméras. Plusieurs angles montraient des hommes en noir et des hommes en costume gris convergeant vers le même endroit. Et là, acculé contre un mur de briques dans une impasse, se trouvait une petite silhouette. Un enfant, sale, en sang, pieds nus, vêtu seulement d'une chemise de nuit déchirée. Elle ne pouvait pas avoir plus de 7 ou 8 ans. Ses cheveux blonds étaient emmêlés de saleté. Son visage était strié de larmes et de crasse. Mais ses yeux, même à travers l'image granuleuse de la caméra, brûlaient de quelque chose que Vincent reconnut. Le désespoir et en dessous, le défi. Les hommes se rapprochaient d'elle des 2 côtés, les armes levées. Vincent étudia l'écran un long moment. « Chef ?» demanda son lieutenant. « Devrions-nous alerter la police? » « Ce n'est pas notre problème. » Vincent regarda la petite fille se plaquer contre le mur, ses petites poings serrés sur les côtés. Elle était terrifiée, mais elle ne pleurait pas. Elle n'implorait pas, elle attendait. « Non, » dit Vincent doucement, « c'est mon territoire. Personne ne chasse sur mes terres sans permission. » Il ajusta ses manchettes. « Rassemblez une équipe. Nous sortons. »
Le premier coup de feu vint des hommes de Vincent. Il résonna dans le quartier industriel comme un coup de tonnerre, brisant la confrontation tendue dans la ruelle. Les hommes en costume gris se dispersèrent immédiatement, se repliant vers leur véhicule avec une précision militaire. Ils n'étaient pas venus préparés pour un combat avec l'organisation Blackwood. Les hommes en noir n'étaient pas aussi malins. Ils ouvrirent le feu et l'équipe de Vincent répondit sans hésitation. L'échange dura moins de 2 minutes. Quand la fumée se dissipa, 3 corps gisaient immobiles sur le sol. 2 autres étaient à genoux, les mains derrière la tête, entourés par les gardes armés de Vincent. Pendant tout le chaos, Emma n'avait pas bougé. Elle restait plaquée contre le mur, son petit corps tremblant violemment. Ses yeux étaient fermés très fort. Le bruit des coups de feu l'avait ramenée à cette nuit-là. Les cris de sa mère, le sang s'étalant sur le tissu blanc. Quand le silence tomba enfin, elle ouvrit les yeux. Un homme se tenait devant elle. Grand, imposant. Ses yeux gris l'étudiaient avec un calcul froid, ne montrant ni pitié ni chaleur. La cicatrice sur sa joue droite captait la faible lumière du lampadaire. « Qui es-tu » Sa voix était glaciale. « Pourquoi te chasse-t-il » La bouche d'Emma s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Sa gorge s'était complètement nouée. Elle ne pouvait que fixer cet étranger qui venait de tuer des hommes aussi nonchalamment qu'on écrase des mouches. Vincent attendit 3 secondes. Puis, il se tourna vers son lieutenant. « Appelez la police. Signalez un enfant abandonné. Laissez-les s'en occuper. » Il commença à s'éloigner. Quelque chose se brisa en Emma. Après tout ce qu'elle avait survécu, après 36 heures d'enfer, elle ne pouvait pas laisser ce moment lui échapper. Les derniers mots de sa mère brûlaient dans son esprit comme du feu. Sa main jaillit et attrapa l'arrière de sa veste. Vincent s'arrêta. Personne ne le touchait sans permission. Ces hommes se tendirent, les mains se déplaçant vers leurs armes, mais Vincent resta simplement immobile, regardant les petits doigts qui agrippaient son tissu coûteux. « Est-ce vous » La voix d'Emma sortit brisée, à peine un murmure. « Est-ce vous Vincent Blackwood » L'atmosphère changea. Vincent se tourna lentement, ses yeux se plissant alors qu'il étudiait l'enfant avec une nouvelle intensité. « Qui t'a donné ce nom » Les mains d'Emma tremblaient alors qu'elle cherchait sous le col de sa chemise de nuit en ruine. Elle sortit la ficelle, révélant ce qui pendait au bout. La bague, un anneau de platine, des motifs géométriques, un diamant bleu qui semblait contenir la lumière des étoiles. Le visage de Vincent devint vide, complètement, totalement vide. Mais ses yeux flamboyaient de quelque chose qu'Emma ne pouvait identifier. Le choc, la reconnaissance, et en dessous de tout, une vieille et profonde douleur. « Où as-tu eu ça » Sa voix était à peine contrôlée. « Ma maman me l'a donné avant qu'il... » Vincent s'accroupit, se mettant à son niveau. De si près, Emma pouvait voir les fines rides autour de ses yeux, la tension dans sa mâchoire. Il n'était pas aussi froid qu'il en avait l'air. Quelque chose brûlait sous cette surface gelée. « La femme qui t'a donné cette bague, comment s'appelait-elle » ? « Lily Sinclair. » Les larmes d'Emma coulèrent enfin, traçant des sillons dans la saleté de ses joues. « Ils l'ont tuée. Ils ont tué ma maman. » Vincent tendit la main lentement, comme s'il approchait un animal blessé. Ses doigts se refermèrent sur la bague, la soulevant pour examiner l'intérieur de l'anneau. Là, à peine visible, se trouvaient des initiales qu'il n'avait pas vues depuis une décennie. D.B. Daniel Blackwood, son oncle. L'héritier légitime qui avait disparu il y a 10 ans, emportant cette bague avec lui. L'homme que son père avait déclaré traître. Le fantôme qui hantait la famille Blackwood depuis lors. Ma maman a dit, la voix d'Emma s'estompait, son corps chancelait. L'épuisement et le choc la rattrapaient enfin. Elle a dit de te trouver, elle a dit de te donner ça, elle a dit d'implorer ta protection. Vincent la rattrapa alors qu'elle s'effondrait. Elle a dit que tu devais une dette à notre famille, murmura Emma, ses yeux se fermant. Puis elle devint inerte dans ses bras. Vincent resta immobile dans cette ruelle sombre, tenant un enfant inconscient qui ne pesait presque rien. Un enfant qui venait de livrer un message d'outre-tombe. Un enfant qui pourrait détenir les réponses aux questions qui le tourmentaient depuis 10 ans. Son lieutenant s'approcha prudemment. « Chef, que voulez-vous que nous fassions » Vincent baissa les yeux sur le visage pâle d'Emma, sur la bague serrée dans son petit poing même dans l'inconscience. « Annulez l'appel à la police » dit-il doucement.
On la ramène à la maison. Le domaine des Blackwood se dressait derrière des grilles en fer dans le quartier le plus exclusif de Manhattan. 3 étages d'élégance de la vieille fortune, entourés de jardins entretenus depuis des générations. C'était une forteresse déguisée en manoir. Vincent porta lui-même Emma à travers la porte d'entrée. Il n'avait laissé personne d'autre la toucher depuis la ruelle. Faites venir le docteur Mitchell, maintenant. Son personnel s'exécuta sans poser de questions. En 20 minutes, le docteur Sarah Mitchell entra en trombe, sa maillette médicale à la main. Elle avait 45 ans, était calme et était le médecin de la famille Blackwood depuis plus d'une décennie. Elle savait qu'il ne fallait pas poser de questions inutiles. Déshydratation sévère, malnutrition, multiples coupures et écorchures, possible infection aux pieds. Sarah travailla efficacement, posant une perfusion dans le bras fin d'Emma. Elle a besoin de repos, de fluides et d'antibiotiques. La fièvre devrait tomber dans les 48 heures. Vincent se tenait dans l'embrasure de la porte, observant. Survivra-t-elle? Oui, les enfants sont résistants. Sarah lui jeta un coup d'œil. Qui est-elle? Je ne le sais pas encore. Emma s'agita faiblement sur le lit, ses lèvres gercées bougeant. Maman! Maman! Non, s'il te plaît, ne me quitte pas. Quelque chose se serra dans la poitrine de Vincent. Il se tourna et s'éloigna. Dans son bureau, Vincent se versa un whisky et s'assit derrière son bureau. La bague reposait devant lui, captant la lumière de la lampe. Il l'avait déjà examinée 100 fois, traçant les motifs géométriques avec son doigt, lisant et relisant ses initiales. D.B. Daniel Blackwood. Les souvenirs affluèrent sans y être invités. Il y a 10 ans, Vincent avait 26 ans, jeune, apprenant encore les affaires familiales sous la direction de fer de son père, Thomas. Oncle Daniel était l'héritier présomptif, celui qu'on préparait à diriger. Il était tout ce que Vincent n'était pas. Charismatique, chaleureux, aimé de tous dans l'organisation. Puis, une nuit, Daniel disparut tout simplement. Sans avertissement, sans explication. Il ne prit rien, sauf les vêtements qu'il portait et la bague des Blackwood, le symbole du leadership légitime qui avait été transmis depuis 4 générations. La rage de Thomas Blackwood avait secoué toute l'organisation. Il avait déclaré son jeune frère traître, un lâche qui avait abandonné ses responsabilités. Quiconque prononçait le nom de Daniel s'exposait à de graves conséquences. Vincent avait cru son père. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Daniel était parti sans un mot, sans même dire au revoir au neveu qu'il avait idolâtré. Mais sa grand-mère Eleanor n'avait jamais accepté cette histoire. Elle insistait sur le fait que Daniel ne trahirait jamais la famille. Elle prétendait que quelque chose avait dû se passer. Quelqu'un avait dû le forcer à fuir. Thomas avait rejeté son chagrin comme le déni d'une mère. Maintenant, en tenant cette bague, Vincent se demandait si Eleanor n'avait pas eu raison depuis le début. La porte s'ouvrit. Marcus Chen entra, impeccablement vêtu comme toujours. 40 ans, efficace, loyal. Il était le bras droit de Vincent depuis 8 ans, depuis que la mort de Thomas avait propulsé Vincent à la tête de l'organisation. « Vous m'avez fait appeler, chef? » Vincent ne leva pas les yeux de la bague. « J'ai besoin d'informations. Tout ce que tu peux trouver sur une femme nommée Lily St. Clair. Elle a été tuée il y a 2 nuits à Millbrook, dans le Connecticut. Incendie de maison, possiblement criminel. Elle avait une fille, 7 ans. » L'expression de Marcus resta neutre. « L'enfant que vous avez ramené? » « Oui. » Puis-je demander pourquoi cette femme est importante? Vincent leva enfin les yeux. Elle avait quelque chose qui appartenait à mon oncle. Quelque chose qu'il a pris quand il a disparu il y a 10 ans. Une lueur traversa le visage de Marcus, si brève que n'importe qui d'autre l'aurait manqué. « Je vois. Je vais commencer immédiatement. » Marcus, la voix de Vincent l'arrêta à la porte. « Ça reste entre nous. Personne d'autre dans l'organisation ne sait pour la fille ou la bague. Compris? »« Bien sûr, chef. Discrétion totale. » Marcus inclina la tête et partit, refermant doucement la porte derrière lui. Dans le couloir, à l'abri du regard de Vincent, Marcus sortit un téléphone. Pas son téléphone habituel. Un deuxième appareil caché dans une poche intérieure. Il tapa un bref message. La bague a refait surface. L'enfant est avec Vincent, en attente d'instruction. Il supprima le message de son dossier d'envoi, rangea le téléphone et reprit une expression de parfaite servitude. Puis, il s'éloigna pour commencer son enquête.
ses yeux froids comme l'acier en hiver. 2 jours passèrent avant que la fièvre ne tombe. Les yeux d'Emma s'ouvrirent sur un environnement inconnu. Plafond blanc, drap doux, lumière du soleil entrant par de hautes fenêtres, l'odeur de fleurs fraîches et d'antiseptiques. Elle hurla. Le docteur Sarah Mitchell se précipita immédiatement à son chevet, les mains levées dans un geste apaisant. « C'est bon, ma chérie. Tu es en sécurité. Personne ne te fera de mal ici. » Emma recula jusqu'à ce que son dos heurte la tête de lit. Ses yeux hagards parcouraient la pièce, cherchant des menaces, cherchant des issues de secours. Sa mère l'avait bien formée. « Où suis-je? Où est ma maman? » L'expression de Sarah s'adoucit avec une compassion exercée. « Tu es dans un endroit sûr. Un homme très puissant te protège. Tu te souviens? Tu as demandé Vincent Blackwood. » Le nom traversa la panique d'Emma. Vincent Blackwood, l'homme de la ruelle, l'homme aux yeux froids qui l'avait rattrapée quand elle était tombée. Elle l'avait trouvé. Mais maman était toujours partie. Le corps d'Emma s'effondra alors que la réalité la submergeait à nouveau. Sarah la serra doucement, la laissant pleurer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. 1 heure plus tard, après qu'Emma eut réussi à manger un peu de soupe chaude, la porte de la chambre s'ouvrit. Vincent entra silencieusement. Il avait troqué son habituel costume sombre pour quelque chose de légèrement moins formel, bien qu'il ressemblât toujours à un homme qui commandait des armées. Il tira une chaise près du lit, maintenant une distance prudente. « Comment te sens-tu? » Emma serra la couverture contre sa poitrine. « Bien. Le docteur Mitchell dit que tu te rétabliras complètement. Tu es forte. » Le silence s'étira entre eux. Vincent était clairement mal à l'aise. Il traitait quotidiennement avec des criminels endurcis et des politiciens corrompus. Mais une enfant de 7 ans traumatisée était un territoire inconnu. « Je dois te poser quelques questions, » dit-il finalement. « Sur ta mère, sur ta vie d'avant. Peux-tu le faire? » Emma hocha lentement la tête. « Parle-moi de Lily. Dis-moi tout ce dont tu te souviens. » Emma regarda ses mains en parlant. « Maman et moi, on déménageait beaucoup, tous les quelques mois, parfois plus, différentes villes, différents noms. Elle disait qu'on jouait à un jeu, comme cache-cache, mais je savais que ce n'était pas un jeu. Pourquoi déménagez-vous si souvent? Maman disait que des méchants nous cherchaient. Elle n'a jamais dit qui, juste qu'on devait rester caché. » Vincent se pencha légèrement en avant. « Es-tu déjà allé à l'école? » Emma secoua la tête. « Maman m'a fait de l'école à la maison. Lecture, écriture, maths. Elle était très intelligente. Elle travaillait dans une banque avant ma naissance. Elle me racontait des histoires à ce sujet parfois. »« Une banque? » répéta doucement Vincent. La famille Blackwood contrôlait plusieurs institutions financières. Une autre connexion. « Et la bague? Ta mère a-t-elle déjà expliqué d'où elle venait? » Emma toucha son cou instinctivement, puis se souvint que la bague n'y était plus. Vincent l'avait prise pour la mettre en sécurité. Maman la gardait cachée, toujours. Elle disait que personne ne devait jamais savoir qu'elle existait. Jamais. La voix d'Emma baissa jusqu'à un murmure. Elle disait qu'elle appartenait à mon papa. Mais mon papa est parti avant de ma naissance. Maman disait qu'il nous aimait beaucoup, mais qu'il avait dû partir pour nous protéger. La mâchoire de Vincent se serra. T'a-t-elle dit son nom? Non, elle l'appelait juste ton père. Elle pleurait parfois en parlant de lui. La nuit de l'attaque, pressa doucement Vincent. Tu as dit que ta mère savait qu'il venait. Emma hocha la tête, les larmes montant à nouveau. Elle m'a réveillé avant qu'il n'entre. Elle avait déjà la bague prête à me la donner. Elle riait. Un sanglot s'échappa. Elle savait qu'elle allait mourir. Et elle t'a dit de me trouver. Elle a dit que si quelque chose arrivait, je devais trouver Vincent Blackwood à New York. Elle m'a fait mémoriser ton nom. Elle a dit que tu me protégerais. La voix de Vincent était à peine audible. A-t-elle dit pourquoi? Pourquoi pensait-elle que je t'aiderais? Emma croisa son regard pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce. Dans ses yeux, il vit un chagrin au-delà de son âge. Elle a dit que tu devais une dette à notre famille. Les mots restèrent en suspens dans l'air, comme de la fumée. Une dette? Quelle dette pouvait-il bien avoir envers une femme qu'il n'avait jamais rencontrée? Envers un enfant dont il ignorait l'existence il y a 3 jours? Sauf si la dette n'était pas envers Lily. Sauf si la dette était envers Daniel. Vincent se leva brusquement, son esprit s'embaillant. Son oncle avait disparu il y a 10 ans. Cet enfant en avait 7. Le timing signifiait que Daniel était en vie au moins 3 ans après sa disparition.
En vie et avec cette femme. En vie et avec une fille. Que t'est-il arrivé, oncle Daniel? De quoi fuyais-tu et qu'est-ce que cela avait à voir avec la famille Blackwood? Le sous-sol sous le manoir Blackwood avait été conçu pour des conversations qui exigeaient de l'intimité. Murs insonorisés, pas de fenêtre, un seul drain dans le sol en béton qui facilitait le nettoyage. Vincent descendit seul les escaliers. Deux hommes étaient suspendus à des chaînes attachées au plafond. Les mêmes hommes que son équipe avait capturés dans la ruelle 3 jours plus tôt. On leur avait donné le temps de réfléchir à leur situation, le temps de comprendre que la coopération était leur seule voie de survie. Le premier homme était déjà brisé. Ses yeux avaient le regard vide de quelqu'un qui avait accepté son sort. Vincent tira une chaise en métal et s'assit devant lui. « Essayons encore. Qui vous a envoyé? Je ne connais pas son nom. » La voix de l'homme se cassa. « Contact anonyme. Nous avons reçu des instructions par message crypté. Paiement en crypto-monnaie. Nous n'avons jamais rencontré personne en face à face. Quels étaient vos ordres? Récupérer la bague. Éliminer quiconque interférait. » Il déglutit difficilement. La femme n'était pas censée se défendre. Elle savait que nous venions, d'une manière ou d'une autre. Elle était prête. L'expression de Vincent resta de pierre. Qu'est-ce que cette bague a de si spécial? Je ne sais pas, je jure que je ne sais pas. Le désespoir s'infiltra dans ses mots. Ils nous ont juste dit qu'elle contenait quelque chose qui valait plus que des vies humaines. C'est tout. On a été payé pour la récupérer, pas pour poser des questions. Vincent étudia l'homme un long moment, puis il se leva et se dirigea vers le deuxième prisonnier. Celui-ci était différent. Plus jeune, mieux entraîné, sa posture suggérait une formation militaire malgré son état actuel. Il croisa le regard de Vincent avec quelque chose qui ressemblait à du défi. « Votre histoire ne correspond pas à celle de votre ami, » observa Vincent. « Vous n'essayez pas de tuer la fille dans cette ruelle. Vous essayez de la capturer. » L'homme ne dit rien. Vincent se pencha plus près. « Ma patience a des limites. Parle. » Le silence s'étira, puis finalement, l'homme parla. Nos ordres étaient clairs. Ramener l'enfant vivante et indemne. La bague aussi si possible, mais la fille était de la priorité. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, bis. Je ne fais que suivre les ordres. Qui a donné ces ordres? Une autre hésitation. Quelqu'un de puissant. Quelqu'un qui voulait que l'enfant soit protégé à tout prix. On nous a dit que d'autres la chasseraient, des gens mauvais qui lui feraient du mal. Notre travail était de la trouver en premier. L'esprit de Vincent s'emballa. Deux groupes, des objectifs complètement opposés. L'un voulait la bague au point de tuer pour l'avoir. L'autre voulait sauver la vie d'Emma. La femme dans le Connecticut, pressa Vincent. Lily Sinclair, l'avez-vous tuée? L'homme secoua la tête. Ce n'était pas nous. Nous sommes arrivés après le début de l'incendie. Nous suivions la fille depuis, essayant de l'atteindre avant l'autre équipe. Vincent quitta le sous-sol sans un autre mot. À l'étage, Marcus attendait avec un dossier. Les résultats de l'enquête, chef. Vincent prit les documents et les parcourut rapidement. Son froncement de sourcils s'accentua à chaque page. Lily Sinclair n'existe pas avant il y a 7 ans, rapporta Marcus. Pas d'acte de naissance. Pas d'historique de sécurité sociale. Pas de dossier d'emploi. L'identité a été fabriquée, de manière professionnelle. Et la maison? Brûlée jusqu'aux fondations quelques heures après l'attaque. Les autorités locales ont trouvé des résidus d'accélérants. Incendie criminel délibéré. Marcus fit une pause. Aucun corps n'a été retrouvé sur les lieux. Vincent leva brusquement les yeux. Aucun corps? Le feu était intense, mais la police scientifique aurait dû trouver quelque chose. Des fragments d'os, des restes dentaires. Il n'y avait rien. Soit le corps de Lily avait été enlevé, soit elle s'était échappée d'une manière ou d'une autre. Aucune de ces possibilités n'avait de sens avec ce dont Emma avait été témoin. Il y a plus, continua Marcus. J'ai retracé les registres de propriété. La maison a été achetée il y a 8 ans par une société écran. La même société a payé les services publics, les impôts fonciers, tout. Quelqu'un finançait la cachette de Lily Sinclair. Qui possède la société? J'y travaille encore. La structure de propriété est enfouie sous plusieurs couches. Celui qui a mis ça en place ne voulait pas être trouvé. Vincent congédia Marcus et resta seul dans son bureau, traitant toutes les informations. 2 groupes chassant un enfant. L'un prêt à tuer pour une bague.
l'autre essayant de la protéger. Une femme morte sans corps, une fausse identité financée par de mystérieux bienfaiteurs. Et quelque part dans cette toile de secret se trouvait son oncle Daniel, un homme qui avait disparu il y a une décennie et qui avait apparemment eu un enfant avant de mourir. Qui voulait la mort d'Emma? Qui la voulait vivante? Et surtout, pourquoi? À 50 miles de Manhattan. Un autre domaine des Blackwood dominait les rives de Long Island, plus petit que le manoir familial principal, mais non moins imposant. De vieux murs de pierre recouverts de lierre, des jardins qui fleurissaient depuis des générations, un quai privé où des voiliers emmenaient autrefois les enfants pour des aventures estivales. Eleanor Blackwood était assise dans son bureau, entourée de souvenirs. À 68 ans, elle restait une présence redoutable. Des cheveux argentés coiffés en un chignon élégant. Une posture droite comme celle d'une reine malgré son âge. Des yeux qui avaient été témoins de l'ascension et de la chute d'empire, tant commerciaux que criminels. La haute société la respectait. Le monde interlope la craignait. Même son propre petit-fils l'approchait avec prudence. Le téléphone sur son bureau sonna. Une ligne privée que très peu de gens connaissaient. Parler. La voix à l'autre bout du fil était prudente, mesurée. « Madame, nous avons des nouvelles. La bague a refait surface. » La main d'Eleanor se resserra sur le récepteur. « Où? » « En possession d'un enfant, une fille d'environ 7 ans. Elle est apparue il y a 3 jours dans l'un des territoires de Vincent, poursuivie par des hommes armés. » Eleanor ferma les yeux. Son cœur, qu'elle avait entraîné à rester stable à travers des décennies de tragédie, commença à s'emballer. « Un enfant, murmura-t-elle. L'enfant de Daniel. Nous le croyons, madame. La chronologie correspond à nos renseignements précédents. La fille était avec une femme nommée Lily Sinclair, qui a été tuée dans le Connecticut il y a plusieurs jours. Lily, la femme que Daniel avait épousée en secret. La femme qu'Eleanor avait passé 5 ans à essayer de localiser après que ses enquêteurs privés eurent découvert l'acte de mariage caché. Les souvenirs affluèrent. Il y a 10 ans, quand Daniel avait disparu, Thomas avait immédiatement déclaré son frère traître. Il avait interdit à quiconque de le chercher, de prononcer son nom. Mais Eleanor n'avait jamais cru son plus jeune fils capable de trahison. Elle avait mené sa propre enquête en secret. Lentement, prudemment, elle découvrit des bribes de la vérité. Daniel était tombé amoureux d'une jeune employée de banque nommée Lily Chen. Ils s'étaient mariés discrètement, sans que la famille ne le sache. Et puis quelque chose s'était passé. Quelque chose qui les avait forcés à fuir. Eleanor découvrit qu'ils avaient une fille 3 ans après la disparition de Daniel. Mais avant qu'elle ne puisse les localiser, la piste s'était refroidie. Lily était devenue un fantôme, déménageant constamment, changeant d'identité, gardant une longueur d'avance sur tous ceux qui la cherchaient, y compris sa propre belle-mère. Maintenant, Lily était morte. Daniel était presque certainement mort aussi, sinon la bague n'aurait jamais quitté sa possession. Mais l'enfant avait survécu. « Où est-ce la fille maintenant? » exigea Eleanor. Une pause. « C'est là que ça se complique, madame. Elle est avec Vincent, au domaine principal. » Les yeux d'Eleanor s'ouvrirent brusquement. Vincent, son autre petit-fils, le fils de Thomas, celui qui avait hérité de la direction de la famille après la mort de son père, celui qui était devenu froid et impitoyable sous le poids de cette responsabilité, celui qui n'avait aucune idée que la lignée de Daniel existait encore. Depuis combien de temps l'a-t-il? 3 jours. Il a gardé sa présence secrète du reste de l'organisation. Seul son cercle intime est au courant. Eleanor se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la mer grise d'automne. Son esprit travaillait rapidement, calculant les possibilités et les risques. A-t-il découvert son identité? Nous ne le pensons pas. Pas encore. Mais il enquête, ce n'est qu'une question de temps. Eleanor prit sa décision. Envoyez une équipe, amenez l'enfant ici. Sa place est avec sa grand-mère, pas avec Vincent et son monde de violence. Madame, l'extraire du domaine de Vincent serait extrêmement difficile. Sa sécurité est... Je me fiche de la difficulté. La voix d'Eleanor devint glaciale. Cet enfant est ma petite fille. La seule partie de Daniel qu'il me reste. Elle ne sera pas élevée par des tueurs. Et si Vincent résiste? Eleanor resta silencieuse un long moment. Il ne le saura pas avant que ce ne soit fait. Agissez discrètement. Utilisez des gens qu'il ne reconnaît pas. Elle fit une pause.
Mais ne lui faites aucun mal, pas une seule égratignure. Compris? Oui, madame. La ligne se coupa. Eleanor retourna à son bureau et ouvrit un tiroir, sortant une photographie qu'elle gardait cachée depuis une décennie. Daniel, à 25 ans, riant d'une blague oubliée, ses yeux pleins de la chaleur qui l'avait fait aimer de tous. Son fils, son préféré, bien qu'elle ne l'admettrait jamais. Celui qui avait hérité de sa compassion au lieu de la cruauté de son père. Parti maintenant, comme tant d'autres, mais pas entièrement parti. Eleanor traça le visage de Daniel avec son doigt, puis regarda l'espace vide à côté de lui sur la photo. Bientôt, cet espace serait rempli. « J'ai enfin trouvé ta fille et mon fils », murmura-t-elle à la photographie, « et je ne la laisserai pas s'échapper à nouveau. » Une semaine s'écoula lentement à l'intérieur du manoir Blackwood. Emma s'était rétablie physiquement. Les coupures à ses pieds guérissaient, la fièvre était partie, le docteur Sarah la déclara en bonne santé, du moins physiquement. Mais son esprit restait brisé. Elle passait la plupart de ses journées dans sa chambre, une prison luxueuse avec des rideaux de soie et des meubles anciens qui ne ressemblaient en rien à une maison. Le personnel lui apportait des repas qu'elle touchait à peine. Des jouets apparurent avec lesquels elle ne joua jamais. Des livres s'alignaient sur les étagères qu'elle ne pouvait se résoudre à lire. Seul le docteur Sarah parvenait à lui arracher des mots. La gentille médecin lui rendait visite quotidiennement, vérifiant des signes vitaux qui n'avaient pas besoin d'être vérifiés, posant des questions qui n'avaient rien à voir avec la médecine. Emma sentit l'inquiétude sincère de la femme et y répondit, même si ce n'était qu'en chuchotant. Vincent était rarement présent. Emma l'apercevait parfois, traversant le couloir dans ses costumes sombres, parlant à voix basse avec des hommes qui avaient l'air dangereux, disparaissant dans son bureau pendant des heures. Il se déplaçait dans la maison comme un fantôme, présent mais inaccessible. Elle comprenait. Il était occupé, important. Il lui avait sauvé la vie, mais cela ne faisait pas d'elle sa responsabilité. Elle était un fardeau qu'il avait accidentellement acquis, rien de plus. Les cauchemars venaient chaque nuit. Elle se réveillait en hurlant, trempée de sueur, les derniers cris de sa mère résonnant à ses oreilles. Le personnel se précipitait, essayait de la réconforter, mais leurs visages n'étaient pas les bons. Leurs voix n'étaient pas les bonnes. Ils n'étaient pas maman. Rien ne serait plus jamais maman. La 8e nuit, Emma ne supporta plus de rester dans cette belle chambre vide. Elle se glissa dans le couloir, ses pieds nus silencieux sur le sol de marbre froid. Le manoir était sombre, à l'exception de lointaines lumières de sécurité. Tout le monde dormait. Elle trouva un coin près du grand escalier et se recroquevilla, serrant ses genoux contre sa poitrine. Ici, au moins, elle pouvait voir la porte d'entrée. Elle pouvait guetter le danger. Elle pouvait être prête à courir. C'est ainsi que Vincent la trouva à 2 heures du matin. Il était rentré tard d'une réunion en ville, l'esprit lourd de questions sans réponse sur les mystérieux bienfaiteurs de Lily Sinclair. Il faillit passer à côté de l'ombre près des escaliers avant de réaliser que c'était un enfant. Emma tressaillit en le voyant. « Je suis désolé, je vais retourner dans ma chambre. » Vincent s'arrêta, la regarda vraiment, peut-être pour la première fois depuis qu'il l'avait amenée ici. Elle était si petite, si fragile. Des cernes sombres sous ses yeux témoignaient de nuits blanches. Ses bras fins s'enroulaient autour d'elle comme si elle était la seule personne capable de lui apporter du réconfort. Il aurait dû appeler une femme de chambre. Il aurait dû s'éloigner et laisser le personnel s'en occuper. C'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'il était. Au lieu de cela, il s'assit par terre à côté d'elle. Le marbre était froid, inconfortable. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il s'était assis par terre. Aucun d'eux ne parla pendant un long moment. « Je n'arrive pas à dormir », murmura finalement Emma. « J'ai peur qu'ils me trouvent. Ils ne le feront pas. » La voix de Vincent était plate, certaine. « Personne n'entre dans cette maison sans ma permission. » C'est ce que maman disait de notre maison. Vincent n'eut aucune réponse à cela. Encore le silence. L'horloge de grand-père dans le hall d'entrée tic-taquait régulièrement, comptant des secondes qui semblaient des heures. « Avez-vous une famille ?» demanda soudain Emma. « Non. Pas de femme, pas d'enfant. »« Non. » Emma absorba cela. « Je n'en ai plus non plus. » Les mots restèrent en suspens entre eux, simples et dévastateurs. Vincent étudia l'enfant à côté de lui. Cette étrange créature brisée qui avait trébuché dans son monde, portant des secrets et la bague d'un homme mort. Elle aurait dû avoir peur de lui.
Tout le monde avait peur de lui, mais elle avait juste l'air fatiguée et seule comme lui. « Viens, dit-il en se levant. Je te ramène dans ta chambre. » Emma se leva docilement, le suivant dans le couloir. À sa porte, elle hésita. « Voulez-vous rester, juste jusqu'à ce que je m'endorme? » Vincent aurait dû refuser. Il avait du travail à faire, des rapports à examiner, un empire criminel à gérer. « Oui, » s'entendit-il dire. Il s'assit sur la chaise à côté de son lit, alors qu'elle se glissait sous les couvertures. La pièce redevint silencieuse, mais cette fois, c'était un silence différent, moins vide. « Ma maman me racontait des histoires avant de dormir, » murmura Emma. Vincent n'avait pas raconté d'histoire de toute sa vie d'adulte. « Je ne connais pas d'histoire. Inventez-en une. » Il réfléchit un instant. Il était une fois un homme qui vivait seul dans une grande maison. Il pensait qu'il aimait être seul. Puis un jour, une petite créature apparut à sa porte. Elle était perdue et effrayée, et l'homme découvrit que peut-être être seul n'était pas ce qu'il voulait après tout. C'était terrible, maladroit, pas une vraie histoire du tout. Mais Emma sourit faiblement. Que s'est-il passé ensuite? Je ne le sais pas encore. Nous devrons le découvrir ensemble. Les yeux d'Emma se fermèrent. Juste avant que le sommeil ne l'emporte, sa petite main se tendit et trouva la sienne. « Merci de m'avoir sauvé, » souffla-t-elle. Vincent resta immobile, fixant ses petits doigts enroulés autour des siens. Quelque chose de profond dans sa poitrine se fissura. Le soleil du matin inondait le bureau de Vincent, mais il n'avait pas dormi. Après avoir quitté la chambre d'Emma, il avait passé les heures restantes à examiner chaque information que Marcus avait recueillie, les dossiers financiers, les documents de propriété, les structures d'entreprise qui ne menaient nulle part. Le mystère de Lily Sinclair le consumait. Un coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez !» Marcus entra, portant un épais dossier. Son expression était soigneusement neutre, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. « Chef, j'ai des développements importants. » Vincent désigna la chaise en face de son bureau. « Rapport. » Marcus s'assit et ouvrit le dossier. « Nous avons enfin retrouvé la véritable identité de Lily Sinclair. L'analyse ADN d'échantillons de sang sur la scène de crime du Connecticut correspondait à des dossiers d'une base de données fédérale. » Il fit glisser une photographie sur le bureau. Une femme plus jeune aux cheveux noirs et aux yeux vifs souriait à l'appareil photo. Portrait professionnel, arrière-plan d'entreprise. Son vrai nom était Lily Chen. Elle a travaillé comme analyste financière à la Blackwood Continental Bank il y a 12 ans jusqu'à il y a 8 ans, date à laquelle elle a soudainement démissionné et disparu. Vincent fixa la photographie. Blackwood Continental Bank. L'une des façades commerciales légitimes de la famille. Lily avait travaillé pour eux. Pourquoi est-elle partie? Officiellement pour des raisons personnelles, mais j'ai creusé plus profondément. Marcus fait une pause. 3 mois avant sa démission, elle a déposé un certificat de mariage auprès de l'État de New York. Une cérémonie privée, sans témoins de part et d'autre de la famille. Les yeux de Vincent se plissèrent. Qui a-t-elle épousé? Marcus croisa son regard directement. Daniel Blackwood. Le silence qui suivit fut absolu. Vincent se leva si brusquement que sa chaise tomba en arrière. « Qu'est-ce que tu as dit? »« Lily Chen a épousé votre oncle Daniel il y a 8 ans, chef. Le mariage a été gardé complètement secret. Aucune annonce, aucune implication de la famille. Ils ont disparu ensemble peu de temps après. » L'esprit de Vincent vacilla. Daniel, son oncle, l'homme qui avait disparu sans explication, qui avait été qualifié de traître par son propre frère. Il n'avait pas fui ses responsabilités. Il s'était enfui avec une femme. « Il y a plus, » continua Marcus, sa voix ferme. Le certificat de mariage mentionne une fille née environ 1 an après le mariage. Son nom a été enregistré comme Emma Blackwood, bien qu'on lui ait plus tard donné le nom de famille Sinclair lorsqu'ils sont entrés dans la clandestinité. Emma Blackwood. Les pièces s'assemblèrent dans l'esprit de Vincent comme du verre brisé se reformant en un miroir. La bague, la dette mentionnée par Lily, la raison pour laquelle elle avait envoyé Emma spécifiquement à lui. « Emma est la fille de Daniel », souffla Vincent. « Oui, chef. Ce qui fait d'elle ma petite cousine. Et plus important encore, Marcus laissa l'implication en suspens. Vincent termina la pensée lui-même. Elle est l'héritière légitime de la famille de Blackwood.
Daniel était le fils aîné. Sa lignée a la préséance sur la mienne. Cette bague n'était pas seulement un héritage familial. C'était une preuve de succession. Quiconque la possédait avait une prétention à la direction. Et maintenant, elle appartenait à une fillette de 7 ans. Vincent congédia Marcus d'un geste et resta seul dans son bureau, traitant la révélation. Toute sa compréhension de la dernière décennie venait de basculer sous ses pieds. Daniel n'avait pas trahi la famille. Il était tombé amoureux, s'était marié en secret et avait essayé de construire une vie loin de l'obscurité qui entourait le nom de Blackwood. Il avait protégé sa femme et son enfant du monde même que Vincent commandait maintenant. Et quelqu'un les avait trouvés quand même. Quelqu'un avait assassiné Lily, peut-être Daniel aussi, bien qu'il n'y ait pas de corps, pas de confirmation. Quelqu'un les avait chassés pendant 7 ans et les avait finalement rattrapés. Qui et pourquoi? Vincent se dirigea vers la chambre d'Emma. La porte était légèrement ouverte et il pouvait voir sa silhouette endormie dans la lumière du matin. Elle avait repoussé les couvertures, son petit corps enroulé autour d'un oreiller. Il étudia son visage avec de nouveaux yeux. La forme de son menton, le menton de Daniel. La courbe de son front, le front de Daniel. Et ses yeux, quand ils étaient ouverts, cette nuance inhabituelle de noisette qui avait toujours distingué la lignée des Blackwood, les mêmes yeux qui le fixaient depuis les portraits de sa grand-mère Eleanor. Comment n'avait-il pas vu cela immédiatement? Cet enfant n'était pas une étrangère. Elle n'était pas un fardeau accidentellement acquis. Elle était de son sang. Elle était de sa famille. Elle était de la fille de l'oncle qui lui avait appris à faire du vélo, qui lui avait donné des bonbons en cachette quand son père ne regardait pas, qui avait été plus un parent pour lui que Thomas ne l'avait jamais été. Emma s'agita dans son sommeil, murmurant quelque chose d'inintelligible. Sa petite main agrippa le bord de son oreiller de la même manière qu'elle avait agrippé la bague cette nuit-là sous la pluie. Vincent se tenait dans l'embrasure de la porte, la regardant respirer. Tout avait changé. « Ma nièce », murmura-t-il dans le couloir vide. « Tu es ma nièce. » Minuit peignait le manoir Blackwood d'ombre. Les gardes de sécurité avaient terminé leur ronde. Le personnel de maison s'était retiré dans ses quartiers. Vincent s'était enfin couché après avoir passé des heures à examiner des documents sur le mariage secret de Daniel. Marcus Chen attendait dans sa chambre, regardant l'horloge. À minuit 37, il se mit en mouvement. Ses pas ne faisaient aucun bruit sur le couloir moquetté. 8 ans au service de Vincent lui avaient appris chaque grincement du plancher, chaque angle mort des caméras de sécurité, chaque routine des gardes de nuit. Il naviguait dans l'obscurité comme un homme qui avait répété ce chemin 1000 fois, parce que c'était le cas. Le bureau de Vincent était verrouillé, mais Marcus avait copié la clé des années auparavant. La porte s'ouvrit silencieusement, révélant la pièce sombre où tant de secrets des Blackwood étaient gardés. Marcus se dirigea directement vers le bureau. L'ordinateur portable de Vincent était protégé par un mot de passe, mais Marcus avait installé un programme de porte dérobé des mois auparavant. En quelques secondes, il accédait aux fichiers d'enquête, au dossier de Lily Chen, au certificat de mariage, à l'analyse ADN, à tout ce que Vincent avait appris sur la véritable identité d'Emma. Il photographia chaque document avec un petit appareil photo déguisé en stylo, rapide, efficace, professionnel. Le coffre-fort dans le coin le tentait. Il savait que la bague était à l'intérieur, mais le coffre-fort nécessitait une authentification biométrique, l'empreinte digitale de Vincent, son scan rétinien. Sans cela, toute tentative déclencherait des alarmes dans tout le manoir. Pas ce soir, pas encore. Marcus termina son travail et sortit du bureau, refermant la porte à clé derrière lui. Il se rendit à la cave à vin, le seul endroit du manoir sans surveillance, une négligence qu'il s'était discrètement assurée des années auparavant. Dans l'obscurité entre les bouteilles poussiéreuses, il sortit un deuxième téléphone, pas l'appareil que Vincent connaissait, un téléphone prépayé, acheté en espèces, enregistré au nom de personne. L'appel se connecta à la deuxième sonnerie. Rapport. La voix à l'autre bout du fil était déformée, modifiée électroniquement, mais Marcus la reconnut néanmoins. Vous aviez raison, chef, l'enfant est la fille de Daniel Blackwood. Vincent l'a confirmé par analyse ADN. Elle est l'héritière légitime. Une pause. Et la bague? Vincent l'a enfermée dans son coffre-fort personnel, sécurité biométrique.
Je ne peux pas y accéder sans éveiller les soupçons. Cette bague est la priorité, Marcus. Tout le reste est secondaire. Marcus hésita. Chef, il y a une complication. Eleanor Blackwood a posé des questions. Elle a son propre réseau, ses propres informateurs. Je crois qu'elle sait pour la fille. Eleanor est prévisible. Elle veut l'enfant parce que c'est la progéniture de Daniel. Sentimentalisme, faiblesse. La voix se durcit. La bague est ce qui compte. À l'intérieur se trouve quelque chose qui vaut plus que n'importe quel enfant, n'importe quel héritage, n'importe quelle loyauté familiale. Qu'y a-t-il exactement à l'intérieur de la bague, chef? Si je savais, tu n'as pas besoin de savoir. Tu as besoin de l'acquérir. Un ton menaçant s'insinua dans la voix déformée. J'ai attendu 30 ans pour ça, Marcus. J'ai investi des ressources considérables pour te placer là où tu es. Ne me déçois pas maintenant. Marcus déglutit. Compris. Mais extraire la bague prendra du temps. Vincent est méfiant par nature. Si j'agis trop vite, alors agis prudemment, mais agis. Plus la bague reste en possession de Vincent, plus il y a de chances qu'il découvre ce qu'elle contient. Et la fille, qu'en est-il d'Emma? Une autre pause, plus longue cette fois. La fille est un levier. Elle pourrait s'avérer utile pour faire pression sur Vincent. Garde-la en vie pour l'instant. La voix fit une pause. Mais si elle devient un obstacle, élimine-la. La lignée de Daniel ne m'intéresse pas. Seule la bague compte. L'appel se termina. Marcus se tenait dans l'obscurité, le poids de sa trahison s'installant sur lui comme un manteau familier. 8 ans. 8 ans à gagner la confiance de Vincent, à devenir indispensable, à se positionner comme le bras droit loyal. Tout ça pour ce moment. Il supprima l'appel de l'historique du téléphone prépayé, l'éteignit et le cacha derrière une brique lâche dans le mur de la cave. Puis il remonta, retourna dans sa chambre et dormit profondément jusqu'au matin. À 7 heures, Marcus frappa à la porte de la chambre de Vincent avec un plateau de café frais. Son sourire était chaleureux, son attitude impeccable. « Bonjour, chef. J'espère que vous avez bien dormi. » Vincent accepta la tasse, son esprit clairement ailleurs. « Des nouvelles de l'enquête? Rien de nouveau pour l'instant, chef. J'ai des gens qui travaillent à retrouver la société écran qui finançait la cachette de Lily. Continue, je veux des réponses. » « Bien sûr, chef, comme toujours. » Marcus s'inclina légèrement et se retira. Vincent sirota son café, regardant par la fenêtre le soleil du matin se lever sur Manhattan. Ses pensées étaient consommées par Emma, par Daniel, par le mystère de la fuite de son oncle. Il ne remarqua jamais Marcus le regardant depuis l'embrasure de la porte. Il ne vit jamais la froideur derrière ses yeux loyaux. L'ennemi était à ses côtés depuis le début. La limousine noire arriva sans prévenir. Vincent examinait des rapports financiers dans son bureau lorsque Marcus apparut à la porte, son expression inhabituellement tendue. « Chef, vous avez une visite. Je n'ai pas de rendez-vous aujourd'hui. »« C'est votre grand-mère, chef. Elle est déjà dans le salon. Elle a refusé d'attendre. » Vincent posa son stylo. Eleanor Blackwood ne faisait pas de visites de courtoisie. Elle n'avait pas visité ce manoir depuis les funérailles de son père il y a 10 ans. Sa présence ici signifiait une chose. Elle savait. Il la trouva debout près de la cheminée, examinant un portrait de son père qui pendait au-dessus du manteau. À 68 ans, Eleanor restait saisissante. Ses cheveux argentés étaient élégamment coiffés en arrière. Sa posture était royale. Mais ses yeux, lorsqu'elle se tourna pour lui faire face, brûlaient d'une intensité qui rendait même Vincent prudent. « Grand-mère, c'est inattendu. » « J'imagine que oui. » La voix d'Eleanor était froide. « Tu as gardé des secrets, Vincent. Pensais-tu que je ne le découvrirais pas? » Vincent désigna le canapé. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Voulez-vous du thé? » « Je ne veux pas de thé. » Elle resta debout, son regard perçant. « Je veux ma petite fille. » L'air entre eux se cristallisa. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. N'insulte pas mon intelligence. » Eleanor s'approcha. « Je sais que tu as la fille de Daniel. Je sais qu'elle est arrivée ici il y a 10 jours avec sa bague. Je sais que sa mère est morte. » L'expression de Vincent ne changea pas. « Vos informateurs sont minutieux. Plus que les siens, apparemment. Je connais Lily Chen depuis 5 ans. Je la cherche, elle et l'enfant, depuis. Tu es tombé sur eux par accident. Depuis combien de temps savez-vous pour le mariage de Daniel? » Le sang-froid d'Eleanor se fissura légèrement.
La douleur vacilla sur ses traits avant qu'elle ne la maîtrise. Assez longtemps pour savoir que mon fils n'a pas trahi cette famille. Il est tombé amoureux. Il voulait une vie différente. Et la cruauté de ton père l'a poussé à se cacher. Mon père croyait que Daniel avait abandonné ses responsabilités. Ton père était un imbécile. Les mots coupaient comme des couteaux. Thomas ne pouvait pas accepter que Daniel choisisse l'amour plutôt que le pouvoir. Alors il l'a déclaré mort pour nous tous. Mais je n'ai jamais cessé de chercher. Jamais. Le silence s'étira entre eux, deux Blackwood se jaugeant. La fille reste ici, dit finalement Vincent. Les yeux d'Eleanor brillèrent. Sa place est avec sa famille, sa vraie famille, pas entourée de criminels et de tueurs. Quelqu'un a assassiné sa mère. Quelqu'un la chasse encore. Cette maison a une sécurité que votre domaine de Long Island ne peut égaler. La sécurité? Eleanor rit amèrement. Tu veux dire des voyous armés. Tu veux dire des hommes qui tuent rien sur ton ordre. Est-ce l'environnement que tu veux pour une enfant de 7 ans? C'est l'environnement qui la gardera en vie. Et quel genre de vie sera-ce? Grandir dans la peur? Apprendre que la violence résout tout? Eleanor secoua la tête. C'est la fille de Daniel, Vincent. Elle mérite mieux que cette obscurité. La mâchoire de Vincent se serra. Je suis tout à fait capable de subvenir à ses besoins. Subvenir à quoi? L'argent, la protection, et l'amour, et la chaleur, et une enfance qui n'implique pas des fenêtres par balles et des hommes armés. Vous pensez que je ne sais pas ce dont elle a besoin? Je pense que tu ne sais pas comment le donner. La voix d'Eleanor s'adoucit légèrement. Tu as été élevé par Thomas, froid, impitoyable, incapable d'affection sincère. Ce n'est pas ta faute, mais ce n'est pas ce dont Emma a besoin. Vincent resta immobile, absorbant le coup. Sa grand-mère avait toujours su exactement où frapper. Elle reste, répéta-t-il, jusqu'à ce que la menace soit neutralisée. Et ensuite? Ensuite, nous discuterons de son avenir. Eleanor prit son manteau, ses mouvements raides de fureur à peine contenus. Je ne permettrai pas que ma petite fille devienne une autre victime de la violence de cette famille. Daniel a échappé à ce monde pour une raison. Il voulait qu'Emma en soit loin. Daniel est smart, ses souhaits n'ont plus d'importance. Il compte pour moi. Eleanor fit une pause à la porte. Je te préviens, Vincent, si tu ne la rends pas de ton plein gré, je trouverai un autre moyen. Elle est de mon sang, mon héritage. Je ne la laisserai pas entre tes mains. Est-ce une menace, grand-mère? Eleanor se tourna, ses yeux froids comme l'hiver. C'est une promesse. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour protéger cet enfant, même de toi. Elle sortit de la pièce sans un autre mot. Vincent resta seul dans le salon, fixant la porte vide. Les mots de sa grand-mère résonnaient dans son esprit. L'accusation selon laquelle il était incapable d'aimer, la certitude qu'il échouerait avec Emma, tout comme son père avait échoué avec tout le monde autour de lui. Avait-elle raison? Il ne le savait plus. Mais une chose était certaine, Eleanor n'arrêterait pas. Elle comploterait, manipulerait, utiliserait peut-être même la force pour lui enlever Emma. Les menaces se multipliaient, des ennemis dans l'ombre chassant la bague, sa propre grand-mère complotant contre lui. Et quelque part là-dehors, les gens qui avaient tué Lily regardaient toujours, attendaient toujours. Emma avait besoin de protection maintenant plus que jamais, et Vincent la lui fournirait, quel qu'en soit le coût. Le jardin derrière le manoir Blackwood était un sanctuaire inattendu. Des rosières bordaient les allées de pierre. Une fontaine en marbre coulait paisiblement au centre. D'anciens chênes offraient de l'ombre contre le soleil d'automne. C'était le seul endroit du domaine qui ne ressemblait pas à une forteresse. Vincent avait demandé à Emma de le retrouver ici. Après la visite d'Eleanor, après des jours à se débattre avec la révélation, il avait décidé que l'enfant méritait de savoir qui elle était. Emma apparut à l'entrée du jardin, hésitante. Le docteur Sarah l'avait aidée à s'adapter, l'encourageant à explorer le domaine, mais elle se déplaçait toujours dans le manoir comme un fantôme craignant d'être vu. « Vous vouliez me voir? » Sa voix était faible. « Oui, viens, assieds-toi avec moi. » Vincent désigna un banc de pierre sous le plus grand chêne. Emma s'approcha lentement, s'installant à côté de lui avec une distance prudente entre eux. Elle avait appris à se méfier des adultes, de leurs humeurs imprévisibles et de leurs motifs cachés. Pendant un long moment, aucun ne parla. La fontaine chuchotait, les oiseaux chantaient dans les branches au-dessus, un monde loin du sang et des coupes de feu.
Je dois te dire quelque chose d'important, commença Vincent, à propos de ton père. Le corps d'Emma se tendit. Maman ne parlait pas beaucoup de lui. Je sais, elle te protégeait, vous protégeait tous les deux. Vincent se tourna pour lui faire face. Emma, le nom de ton père était Daniel Blackwood. Le nom resta en suspens dans l'air. Blackwood. Le front d'Emma se plissa. Comme vous? Exactement comme moi. Daniel était mon oncle, le frère cadet de mon père. Vincent fit une pause, laissant les mots s'imprégner. Cela fait de toi ma famille, Emma, mon sang. Emma le fixa, traitant l'information. Vous êtes ma famille? Oui. Comme un cousin? Quelque chose comme ça. Des larmes montèrent aux yeux d'Emma, mais elle les retint. Maman disait que mon papa nous aimait. Elle disait qu'il était parti pour nous protéger. Est-ce ce que c'est vrai? Vincent choisit ses mots avec soin. Il y a 10 ans, ton père a disparu. Tout le monde dans notre famille pensait qu'il nous avait trahis, qu'il avait abandonné ses responsabilités. Mon père était furieux. Il a déclaré Daniel traître. Mais il ne l'était pas? Non, Vincent secoua la tête. Maintenant, je comprends. Daniel est tombé amoureux de ta mère. Ils se sont mariés en secret parce que notre famille n'aurait pas approuvé. Et puis quelque chose s'est passé. Quelque chose qui lui a fait croire que la seule façon de vous protéger tous les deux était de disparaître complètement. Les mains d'Emma se tordirent sur ses genoux. Que s'est-il passé? De quoi fuyait-il? Je ne le sais pas encore, mais je vais le découvrir. Les larmes coulèrent enfin, ruisselant sur les joues d'Emma. C'est pour ça que maman est morte? À cause du secret? À cause de ce que papa fuyait? Vincent sentit sa poitrine se serrer. Comment expliquer de telles choses à un enfant? Comment lui dire que toute son existence avait été façonnée par des ombres qu'elle ne pouvait pas voir? Je le pense, dit-il honnêtement. Quelqu'un chasse votre famille depuis longtemps. Ils ont trouvé ta mère. Ils veulent quelque chose. Peut-être la bague, peut-être autre chose. Je n'ai pas encore découvert toute la vérité. Emma s'essuya le visage avec sa manche. Vont-ils venir pour moi aussi? Ils pourraient essayer. Et vous les arrêterez. Vincent croisa son regard directement. Ses yeux noisettes, si semblables à ceux de Daniel, si semblables à ceux d'Eleanor, si semblables aux siens. Je les arrêterai. Promis, le mot portait un poids au-delà de ces simples syllabes. Un enfant demandant à être rassuré, une survivante demandant de l'espoir, une Blackwood demandant à un autre Blackwood sa loyauté. Je te le promets, Emma. La voix de Vincent était ferme. Je jure sur ma vie que je te protégerai. Personne ne te fera de mal tant que je respirerai. Emma étudia son visage un long moment, cherchant la tromperie, cherchant la vérité sous les mots. Elle avait appris jeune que les adultes mentaient, que les promesses se brisaient, que la sécurité était une illusion, mais quelque chose dans les yeux de Vincent était différent, quelque chose de féroce et d'absolu. Elle le crut. Sans avertissement, Emma se jeta à travers le banc et passa ses bras autour du cou de Vincent. Son petit corps se pressa contre sa poitrine, tremblant de sanglots qu'elle ne pouvait plus contenir. Vincent se figea. Personne ne le touchait comme ça. Personne ne l'avait étreint depuis qu'il était lui-même un enfant, depuis avant la mort de sa mère, depuis avant que la froideur de son père ne devienne son seul modèle de virilité. Il ne savait pas quoi faire. Emma s'agrippa plus fort, pleurant sur son épaule. Maman me manque, elle me manque tellement. Quelque chose se brisa à l'intérieur de Vincent, un maillement, un mur qu'il avait construit pendant des décennies, une barrière qui le protégeait de ressentir quoi que ce soit de trop profond. Lentement, maladroitement, ses bras se levèrent et s'enroulèrent autour de la petite fille. Sa main se posa sur son dos, sentant son cœur battre contre sa poitrine. « Je sais, » murmura-t-il, « je sais. » Ils restèrent assis comme ça pendant un long moment, oncle et nièce, deux personnes brisées, trouvant quelque chose d'inattendu l'une en l'autre, quelque chose comme une famille. L'alarme brisa le silence de minuit. Des lumières rouges clignotèrent dans tout le manoir. La sirène perçante du système de sécurité traversa chaque pièce, chaque couloir, chaque esprit endormi. Vincent était debout et en mouvement avant que la première sirène n'ait terminé son cycle.
Des années d'instinct de survie avaient entraîné son corps à réagir avant que son cerveau ne soit pleinement engagé. Il attrapa l'arme sous son oreiller et sprinta vers la chambre d'Emma. Le couloir était un chaos. Son équipe de sécurité passa en courant, armes au poing, criant des coordonnées dans leur radio. À travers les fenêtres, Vincent aperçut des ombres se déplaçant sur le terrain. Plusieurs points d'entrée, un assaut coordonné. Ce n'était pas aléatoire. Emma était déjà réveillée quand il fit irruption dans sa chambre, assise droite dans son lit avec la terreur dans les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Pas le temps, viens avec moi. Vincent la prit dans ses bras et courut. Derrière eux, le bruit de verre brisé résonna dans le manoir. Des coups de feu éclatèrent quelque part au premier étage. La chambre forte était cachée derrière une bibliothèque dans la bibliothèque. Murs en acier renforcés, alimentation en air indépendante, équipement de communication qui se connectait directement aux forces de l'ordre. Vincent l'avait construite des années auparavant, ne croyant jamais vraiment qu'il en aurait besoin. Il composa le code et la porte s'ouvrit. À l'intérieur, maintenant, il posa Emma et lui mit une petite radio dans les mains. « Reste ici, n'ouvre cette porte pour personne d'autre que moi. Si quelque chose arrive, si je ne reviens pas, appuie sur le bouton rouge. La police viendra. » Emma attrapa sa manche. « Ne me laisse pas. Je dois le faire, mais je reviendrai. Je te le promets. » Il sonna la porte derrière elle et se tourna pour faire face à la bataille. Le manoir était devenu une zone de guerre. Vincent se déplaçait dans l'obscurité comme un prédateur, son arme levée, ses sens aiguisés. Deux intrus apparurent au bout du couloir. Il les abattit tous les deux avant qu'ils ne puissent tirer. Dans le hall principal, ces hommes s'étaient engagés dans un combat féroce avec une équipe tactique en tenue noire. Professionnelle, bien équipée, mais pas assez professionnelle. Vincent rejoignait le combat avec une efficacité froide. Il avait bâti sa réputation sur des moments comme celui-ci. La cruauté qui faisait craindre le nom de Blackwood aux autres familles du crime, la volonté de faire tout ce qui était nécessaire. Un par un, les intrus tombèrent. En 15 minutes, les coups de feu cessèrent. Le silence qui suivit était lourd de fumée et des gémissements des blessés. Marcus apparut aux côtés de Vincent, respirant difficilement. « Nous avons sécurisé le périmètre, chef. 8 intrus à terre, 3 capturés vivants. Leur chef, par ici. » Ils traînèrent un homme en tenue tactique dans le salon. Son masque avait été enlevé, révélant un visage que Vincent ne reconnaissait pas. Mercenaire professionnel, aucune marque d'identification. Vincent s'accroupit devant lui. « Qui vous a envoyé? » L'homme cracha du sang sur le tapis. L'expression de Vincent ne changea pas. Il pressa son arme contre la retour de l'homme. « Je ne le demanderai pas une deuxième fois. » Eleanor Blackwood. Les mots sortirent d'un trait. Nous avons été engagés par Eleanor Blackwood. La mission était une extraction, pas un assassinat. Extraction de quoi? La fille. Nous devions sortir la fille en toute sécurité et la livrer au domaine de Long Island. Les yeux de l'homme étaient désespérés. Nous n'étions pas censés blesser qui que ce soit. Juste prendre la gamine et partir. Vincent se leva lentement, son sang se glaçant. Et Eleanor. Sa propre grand-mère avait attaqué sa maison, avait envoyé des hommes armés dans son sanctuaire, avait terrifié un enfant traumatisé qui commençait à peine à se sentir en sécurité. Il sortit son téléphone et composa un numéro. Eleanor répondit à la deuxième sonnerie. « Vincent, je suppose que tu appelles à propos de... Vous avez envoyé des soldats dans ma maison. » Sa voix était mortellement calme. « Vous avez failli tuer mes hommes. Vous avez traumatisé une fillette de 7 ans qui a déjà vu sa mère mourir. J'essayais de la sauver. En organisant un assaut militaire, tu ne m'as pas laissé le choix. Tu as refusé de la rendre pacifiquement. » La main de Vincent tremblait de rage. Elle a entendu des coupes de feu, Eleanor. Elle s'est assise seule dans une boîte en acier, écoutant des gens mourir, se demandant s'ils venaient pour elle ensuite. C'est ça votre idée de la protection? Une pause. C'était malheureux. Mes hommes étaient censés être plus discrets. Vos hommes sont morts ou capturés, et vous venez de me déclarer la guerre. Vincent, reste loin d'Emma, reste loin de cette maison. Si je vois tes gens près de ma propriété à nouveau, j'oublierai que tu es ma grand-mère. Il mit fin à l'appel et jeta le téléphone contre le mur. Marcus regarda en silence. Vincent fixa la destruction autour de lui. Fenêtres brisées, impact de balles dans des œuvres d'art inestimables, sang sur les seaux en marbre.
Sa grand-mère, son propre sang. Elle avait fait ça. Les ennemis n'étaient plus seulement dans l'ombre. Ils étaient dans sa famille. Ils étaient dans sa maison. Et quelque part dans ce chaos, une petite fille attendait seule dans le noir, se demandant si le monstre l'avait enfin rattrapée. Vincent se dirigea vers la bibliothèque et ouvrit la porte de la chambre forte. Emma était assise recroquevillée dans le coin, la radio serrée contre sa poitrine. Ses yeux étaient secs, elle n'avait pas pleuré. « C'est fini », murmura-t-elle. Vincent s'agenouilla devant elle. « C'est fini, tu es en sécurité. » Qui était-il? Il hésita. Comment pouvait-il expliquer que sa propre arrière-grand-mère avait envoyé des hommes armés pour la kidnapper? Des gens qui voulaient t'emmener loin de moi, mais ils ont échoué. Ils échoueront toujours. Emma tendit la main et prit de la sienne. « Je n'ai pas eu peur, dit Tom. » dit-elle doucement. « Je me suis souvenu de ce que maman a dit. Juste survivre. C'est tout ce que j'ai à faire. » Le cœur de Vincent se brisa un peu plus. « Tu n'auras plus à juste survivre, lui dit-il. Je te le promets. » 3 jours après l'attaque, le manoir avait été réparé. Les impacts de balles comblés, les fenêtres remplacées, le sang nettoyé des sols en marbre. Pour un étranger, rien ne s'était passé. Mais Vincent savait mieux. Le sentiment de sécurité qu'il avait cultivé pendant des années avait été brisé. Les ennemis étaient partout, dehors, dedans, même dans sa propre lignée. Il avait besoin de réponses, de vraies réponses, et la seule piste qu'il avait était la bague. Vincent contacta le docteur Heinrich Müller, un expert en antiquité basé à Genève. Müller avait authentifié des artefacts pour la famille Blackwood pendant des décennies. Plus important encore, il savait garder des secrets. L'appel vidéo se connecta à 9 heures précises du matin. « Monsieur Blackwood, cela fait un moment. » L'accent de Müller était prononcé, sa barbe blanche soigneusement taillée. « Vous avez mentionné quelque chose nécessitant un examen urgent. » Vincent leva la bague vers la caméra. « Ceci appartenait à mon oncle. J'ai besoin de tout savoir à ce sujet, chaque détail. » Müller se pencha plus près de son écran, plissant les yeux à travers d'épaisses lunettes. « Ah oui, la bague de succession des Blackwood. J'ai examiné cette pièce il y a 40 ans, lorsque votre grand-père a commandé sa création. Anneau en platine, diamant bleu d'une clarté exceptionnelle. Le motif géométrique est unique, conçu spécifiquement pour votre famille. Je sais tout ça. Je dois savoir ce qu'elle contient d'autre. » Les sourcils de Müller se levèrent. « Quoi d'autre? » Regardez de plus près. Vincent avait passé des heures à examiner la bague sous un microscope. Ce qu'il avait trouvé avait tout changé. Müller sortit son propre équipement, guidant Vincent à travers un examen détaillé par caméra. « Tournez-la lentement. Laissez-moi voir l'intérieur de l'anneau sous une forte lumière. » Vincent obtempéra. Müller resta silencieux un long moment, puis il expira brusquement. « Remarquable. Je n'avais jamais remarqué cela auparavant. Il y a des microgravures sur la surface intérieure, des chiffres et des lettres, incroyablement petites. Il faudrait un équipement spécialisé pour les voir clairement. Pouvez-vous les lire? Donnez-moi un instant. » Vincent attendit pendant que Müller ajustait ses instruments. Les yeux du vieil homme s'écarquillèrent alors qu'il étudiait les images que Vincent avait envoyées plus tôt. « 2 séquences distinctes, » rapporta Müller. La première semble être des coordonnées, latitude et longitude. La seconde est alphanumérique, peut-être un code d'accès. Coordonnées, un code d'accès. L'esprit de Vincent remonta à travers des années de souvenirs fragmentés. Son père, Thomas, ivre un soir, marmonnant à propos de secrets, d'un héritage caché par la génération précédente, d'un pouvoir qui pourrait détruire la famille s'il tombait entre de mauvaises mains. Le vieil homme a enterré quelque chose, avait bredouillé Thomas. Quelque chose qui vaut plus que toutes nos entreprises légitimes réunies. Seule la bague sait où. Vincent avait rejeté cela comme un radotage d'ivrogne. Son père avait souvent exagéré, souvent menti. Mais maintenant, ces mots prenaient un nouveau sens. « Les coordonnées, » dit Vincent. « Non. Où pointe-t-elle? » Müller tapa rapidement sur son clavier. « Suisse. Plus précisément Zurich. L'emplacement semble être... » Il fit une pause. « Un quartier bancaire privé, très exclusif, très discret. Une banque suisse, bien sûr. La famille Blackwood avait maintenu des comptes en Suisse pendant des générations, de l'argent caché, des actifs protégés. Mais c'était quelque chose de différent.
quelque chose que son grand-père avait dissimulé même à ses propres fils. La séquence alphanumérique serait le code d'accès au coffre, continua Muller. Les banques privées suisses de ce calibre utilisent une authentification à plusieurs niveaux. Le code seul ne serait pas suffisant. Vous auriez besoin de la bague elle-même comme vérification physique. Daniel avait découvert cela. Vincent en était certain maintenant. Son oncle avait trouvé le secret dans la bague et appris ce qui était caché dans ce coffre suisse. Et ce qu'il avait découvert l'avait terrifié au point d'abandonner tout. Sa famille, sa position, sa vie entière. Daniel n'avait pas fui la responsabilité. Il avait fui cela. Docteur Muller, j'ai besoin que vous oubliez que cette conversation a eu lieu. Le vieil homme hocha lentement la tête. Je comprends, Monsieur Blackwood. Comme toujours, la discrétion est garantie. L'appel se termina. Vincent resta seul dans son bureau, tournant la bague entre ses doigts. Un si petit objet, de si énormes conséquences. Son grand-père avait caché quelque chose en Suisse, quelque chose d'assez précieux pour que des gens soient prêts à tuer pour l'avoir des décennies plus tard. Jonathan Cross le voulait. Quiconque avait assassiné Lily le voulait. Peut-être même qu'Eleanor le savait. Daniel avait essayé de protéger ce secret en disparaissant. Il avait tout sacrifié pour le garder enterré et il avait échoué. Maintenant, la bague était entre les mains de Vincent. Les coordonnées étaient à lui de les suivre. Le coffre attendait. Mais ouvrir ce coffre pourrait déchaîner quelque chose de bien pire que les ennemis qui les chassaient déjà. Vincent regarda par la fenêtre la ligne d'horizon de Manhattan. Quelque part là-dehors, des forces convergeaient. Les gens qui avaient tué Lily cherchaient toujours. Cross complotait toujours. Eleanor complotait toujours. Et au milieu de tout cela se trouvait Emma, une enfant innocente dont le seul crime était d'être née dans la mauvaise famille. Ce qui se trouvait dans ce coffre suisse avait déjà coûté la vie à Daniel. Cela avait coûté la sienne à Lily. Vincent ne pouvait pas laisser cela coûter aussi celle d'Emma. Mais d'abord, il devait savoir ce qu'il protégeait. L'invitation arriva par des canaux non officiels. Une note manuscrite livrée par un messager qui disparut avant que la sécurité de Vincent ne puisse l'interroger. Papier élégant, encre chère. Les mots étaient simples. Je crois que nous avons des choses à discuter. Demain, midi, au Carlisle, salon privé. Venez seul. Pas de signature. Mais Vincent savait qui l'avait envoyé. Jonathan Cross. Le nom était apparu à plusieurs reprises dans l'enquête de Marcus. Un riche homme d'affaires avec des relations sur 3 continents. Légitime en surface, don de charité, aile d'hôpitaux portant son nom, politicien qui lui devait des faveurs. Mais Vincent connaissait la vérité sous le vernis. Cross avait une histoire avec la famille Blackwood, une mauvaise histoire. Il y a 30 ans, le grand-père de Vincent l'avait écrasé dans une affaire qui avait laissé Cross presque en faillite. L'homme avait reconstruit son empire depuis, mais des blessures comme celle-là ne guérissent jamais complètement. Cross avait attendu, observé, planifié, et maintenant il passait à l'action. Vincent arriva au Carlisle à midi pile. Le salon privé était élégant et discret, parfait pour des conversations qui ne pouvaient être entendues. Jonathan Cross se leva de sa chaise à l'entrée de Vincent. 55 ans, cheveux argentés, parfaitement soignés, costume sur mesure qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens. Son sourire était chaleureux, sa poignée de main ferme, mais ses yeux étaient froids, calculateurs, les yeux d'un prédateur portant un masque de gentleman. Monsieur Blackwood, merci d'être venu. Passons les politesses. Vincent resta debout. Que voulez-vous? Cross désigna la chaise opposée. S'il vous plaît, asseyez-vous. Nous avons beaucoup à discuter. Vincent s'assit, sa posture rigide, ses sens en alerte. 2 de ses hommes attendaient dehors. D'autres étaient positionnés dans tout l'hôtel. Si c'était un piège, Cross n'y survivrait pas. Je serai direct, dit Cross, versant du vin dans 2 verres en cristal. Vous avez quelque chose que je veux, la bague qui appartenait à votre oncle Daniel. L'expression de Vincent resta vide. Je ne sais pas de quoi vous parlez. S'il vous plaît. Cross sourit finement. Nous savons tous les deux que la fille vous l'a apporté. Nous savons tous les deux que vous avez enquêté sur sa signification. Il poussa un verre vers Vincent. Je suis prêt à offrir une somme substantielle pour son retour. Donnez votre prix. Elle n'est pas à vendre. Tout est à vendre, Monsieur Blackwood. La seule question est la monnaie. Cross se pencha en arrière dans sa chaise,
faisant tourner son vin pensivement. Savez-vous pourquoi cette bague est importante? Comprenez-vous ce qui est caché à l'intérieur? Vincent ne dit rien. Votre grand-père était un homme brillant, impitoyable, mais brillant. Il y a 30 ans, lui et moi étions partenaires dans une entreprise qui nous aurait rendus tous les deux extraordinairement riches. Mais au dernier moment, il m'a trahi. Il a tout pris pour lui et m'a laissé sans rien. La voix de Cross se durcit. Il a caché les bénéfices quelque part, un endroit où seul lui pouvait accéder. La bague contient la clé, les coordonnées, les codes, tout ce qui est nécessaire pour récupérer ce qu'il m'a volé. Si mon grand-père vous a pris quelque chose, c'est entre vous deux. Il est mort depuis 20 ans, mais son héritage perdure. Dans cette bague, dans ce coffre suisse. Cross se pencha en avant. J'ai passé 3 décennies à le chercher. Je suis allé trop loin pour m'arrêter maintenant. Vincent croisa son regard fermement. Même si ce que vous dites est vrai, qu'est-ce qui vous fait penser que je vous aiderai? Parce que je vous offre un choix. Le sourire de Cross devint dangereux. Coopérez et nous en profiterons tous les deux. Le coffre contient assez de richesses pour nous satisfaire tous les deux. Nous pouvons mettre fin à cela pacifiquement. Et si je refuse? Alors les choses deviendront désagréables. Cross posa son verre de vin. Je crois comprendre que vous avez récemment recueilli un enfant, une petite fille aux cheveux blonds et aux yeux de sa mère. Charmante créature. 7 ans, je crois. Le sang de Vincent se glaça. Ce serait tragique, continua doucement Cross, si quelque chose lui arrivait. Les enfants sont si fragiles, si vulnérables. On n'est jamais trop prudent dans ce monde dangereux. La main de Vincent tressaillit vers l'arme dissimulée sous sa veste. Chaque instinct lui criait de mettre fin à cette conversation de manière permanente. Mais pas ici, pas encore. Vous menacez un enfant. Je vous offre une perspective. Cross se leva, boutonnant sa veste. La bague contre la sécurité de la fille, un simple échange. Pensez-y, Monsieur Blackwood. Je vous donne 1 semaine pour prendre votre décision. Il se dirigea vers la porte, puis fit une pause. Votre oncle Daniel a fait le mauvais choix. Il a essayé de fuir, de se cacher. Regardez où ça l'a mené. Cross jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Ne faites pas la même erreur. Les gens que j'ai envoyés après sa femme étaient efficaces. Mais ils peuvent aussi être doux, si les circonstances le justifient. La porte se referma derrière lui. Vincent resta immobile, la rage brûlant dans ses veines comme de l'acide. Cross venait d'avouer, pas directement, mais assez clairement. Il avait envoyé les hommes qui avaient tué Lily. Il avait ordonné la chasse qui avait rendu Emma orpheline. Il était l'ombre qui avait détruit la famille de Daniel, et maintenant il menaçait de faire de même à Emma. Vincent se leva lentement, sa décision se cristallisant en quelque chose de dur et d'absolu. Jonathan Cross avait commis une erreur fatale. Il pensait pouvoir menacer un enfant Blackwood et s'en tirer indemne. Il avait tort. Quelque chose n'allait pas. Vincent le sentait depuis des jours. De petites incohérences, des informations parvenant aux mauvaises oreilles, des détails que seul son cercle intime aurait dû connaître apparaissant dans les connaissances de Cross. Il y avait une fuite. Quelqu'un de proche lui transmettait des renseignements à l'ennemi. Après la rencontre avec Cross, Vincent commença à surveiller ses propres gens, discrètement, attentivement. Il ne le dit à personne, ne faisant confiance qu'à ses propres yeux et à ses instincts. Les caméras de surveillance du manoir enregistraient tout. Vincent examina lui-même les enregistrements tard dans la nuit, quand tout le monde pensait qu'il dormait. La 3e nuit, il trouva ce qu'il cherchait. Marcus, 2 heures du matin, se glissant dans la cave à vin, en ressortant 15 minutes plus tard sans rien dans les mains. Vincent vérifia la cave le lendemain, trouva la brique lâche, trouva le téléphone caché. Les messages étaient encryptés, mais Vincent avait des ressources. En quelques heures, ces gens avaient percé la sécurité. Le contenu lui glaça le sang. 8 ans de correspondance, des mises à jour sur les opérations des Blackwood, des dossiers financiers, des protocoles de sécurité, et plus récemment, des rapports détaillés sur Emma, sa localisation, sa routine, sa vulnérabilité. Marcus Chen, son conseiller le plus fiable, son bras droit depuis près d'1 décennie, un traître depuis le début. Vincent s'assit seul dans son bureau, fixant les preuves. La douleur était plus vive qu'il ne s'y attendait. Il avait laissé Marcus s'approcher plus que quiconque, lui avait confié des secrets, des stratégies, sa vie.
Tout cela n'avait été qu'un mensonge. La colère vint ensuite, froide, concentrée, mortelle. Mais Vincent n'agit pas immédiatement. Il devait tout savoir, devait comprendre toute l'étendue de la trahison avant de frapper. Il donna à Marcus de fausses informations, mentionna un voyage fictif hors de la ville, observa pour voir ce qui se passerait. Ce soir-là, le téléphone caché de Marcus reçut un nouveau message. Vincent part demain. Prendre la fille ce soir. Amène-la à l'entrepôt sur le quai 17. Viens seul. Vincent lut le message intercepté avec une satisfaction sinistre. Cross passait à l'action et Marcus était sur le point de tomber dans un piège. Cette nuit-là, Vincent fit semblant de quitter le manoir pour une réunion d'urgence. Sa voiture quitta les grilles à 9 heures, mais Vincent n'était pas à l'intérieur. Il attendit dans l'ombre de la bibliothèque, observant à travers les flux de sécurité Marcus passer à l'action. Emma était dans sa chambre, lisant un livre que le docteur Sarah lui avait donné. Elle était devenue plus à l'aise ces dernières semaines, plus disposée à explorer le manoir. Elle avait même commencé à sourire de temps en temps. Marcus frappa à sa porte à 9h30. « Emma, j'ai besoin que tu viennes avec moi. » Emma leva les yeux de son livre. « Où? » « Quelque part de plus sûr. Vincent m'a demandé de te déplacer pendant son absence. » Emma posa lentement le livre. Quelque chose n'allait pas. La façon dont Marcus se tenait dans l'embrasure de la porte, la façon dont sa voix sonnait légèrement plus aiguë que d'habitude. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit lui-même? Il n'y avait pas le temps. « S'il te plaît, Emma, nous devons y aller maintenant. » Emma glissa du lit, mais elle ne s'approcha pas. Les leçons de sa mère résonnaient dans son esprit, les avertissements que Lily lui avait inculqués pendant 7 ans de fuite. Quand quelqu'un ment, il ne te regarde pas dans les yeux. Il regarde ailleurs. Il regarde en bas. Regarde leurs yeux, mon bébé. Regarde toujours leurs yeux. Emma fixa Marcus. Il regardait le sol. « Où allons-nous, oncle Marcus? »« Je te l'ai dit. Quelque part de sûr. »« Où? » La mâchoire de Marcus se serra. « Emma, nous n'avons pas le temps pour les questions. Viens avec moi maintenant. » Il tendit la main vers son bras. Emma s'élança. Elle se baissa sous sa prise et sprinta vers la porte, hurlant de toutes ses forces. « Vincent, à l'aide! Vincent! » Marcus jura et se lança à sa poursuite. Sa main attrapa l'arrière de sa chemise, la tirant en arrière. Emma se tordit, mordant fort son poignet. Il poussa un cri de douleur et la relâcha. Elle courut dans le couloir, toujours en hurlant. Marcus la poursuivit, ses pas résonnant derrière elle. « Arrête, Emma! Arrête! » Emma tourna au coin vers l'escalier principal et heurta quelque chose de solide. Des bras s'enroulèrent autour d'elle. Elle hurla à nouveau, se débattant sauvagement. « Emma, Emma, arrête! C'est moi! » La voix de Vincent traversa sa panique. Elle leva les yeux et vit son visage, dur comme la pierre, ses yeux fixés sur quelque chose derrière elle. Marcus dérapa jusqu'à s'arrêter au bout du couloir. Pendant un long moment, personne ne bougea. Personne ne parla. Vincent posa doucement Emma, se positionnant entre elle et l'homme qui les avait tous deux trahis. « Je sais depuis 3 jours, Marcus. » La voix de Vincent était terrifiante de calme. « J'ai lu chaque message, chaque rapport que tu as envoyé à Cross, chaque renseignement que tu as vendu au cours des 8 dernières années. » Le visage de Marcus devint blême. « Vincent, je peux expliquer. » « Tu ne peux pas. » Vincent fit un pas en avant. « Tu as vendu ma famille à nos ennemis. Tu les as aidés à trouver Daniel. Tu les as aidés à assassiner Lily. Et ce soir, tu as essayé de prendre ma nièce. Cross a des ressources que tu ne peux pas imaginer. Il aurait gagné à la fin. J'essayais juste de survivre. » « Tu essayais de survivre? » Le rire de Vincent était creux. « Et combien de personnes sont mortes à cause de ta survie, Marcus? » Des gardes apparurent aux 2 extrémités du couloir, armes au poing, coupant toute issue. Marcus regarda sauvagement autour de lui, puis de nouveau vers Vincent, l'homme qu'il avait trompé pendant près d'une décennie, l'homme dont il avait violé la confiance de la pire des manières. « Qu'est-ce qui se passe maintenant? » murmura Marcus. Les yeux de Vincent étaient de glace. « Maintenant, tu me dis tout. » La pièce du sous-sol n'avait pas de fenêtre. Marcus était assis, enchaîné à une chaise en métal, son costume coûteux déchiré, son visage meurtri par la lutte lorsque les gardes de Vincent l'avaient maîtrisé. La confiance qu'il avait toujours définie avait disparu, remplacée par le calcul désespéré d'un animal piégé. Vincent se tenait devant lui, les bras croisés, son expression illisible. « Commence par le début. »
Marcus rit amèrement. Le début, c'est une longue histoire. Nous avons le temps, le silence s'étira. Les yeux de Marcus parcourraient la pièce, cherchant des issues qui n'existaient pas. Finalement, ses épaules s'affaissèrent. Cross m'a recruté il y a 12 ans, avant même que je ne te rencontre, avant même que je ne mette les pieds dans cette maison. Il leva les yeux vers Vincent. Tout était prévu depuis le début. Mes qualifications, mes références, ma disponibilité opportune quand ton père avait besoin d'un nouvel assistant, tout a été orchestré. La mâchoire de Vincent se serra, mais il ne dit rien. Cross savait que ton grand-père avait caché quelque chose qui valait des milliards. Il a passé des décennies à essayer de le trouver. Quand le vieil homme est mort sans révéler le secret, Cross a déplacé son attention sur la génération suivante, sur ton père, sur Daniel et sur moi. Tu étais une assurance. Cross ne savait pas quel frère finirait par avoir l'information, alors il m'a placé près de Thomas, espérant intercepter les secrets qu'il pourrait posséder. Marcus secoua la tête. Mais Thomas ne savait rien. Ton grand-père ne lui a jamais fait assez confiance pour partager la vérité. Mais Daniel l'a découvert. Oui, Daniel était différent, curieux, idéaliste. Il a découvert le secret à l'intérieur de la bague par accident, il y a environ 10 ans. Les coordonnées, les codes d'accès, tout. Vincent se pencha en avant. Qu'a-t-il trouvé exactement? Ton grand-père et Cross étaient partenaires autrefois. Ils menaient des opérations ensemble, contrebande, blanchiment d'argent, des choses qui détruiraient la réputation des Blackwood si elles venaient à être révélées. Mais il y a 30 ans, ton grand-père a trahi Cross. Il a pris tous les bénéfices de leur plus grosse opération et les a cachés dans un coffre suisse, des centaines de millions de dollars. La voix de Marcus baissa. La bague contient la seule clé de ce coffre. Sans elle, l'argent est intouchable. Cross la cherche depuis. Daniel a découvert tout ça, dit lentement Vincent, et il a fui. Il était horrifié. Son propre grand-père, l'homme qu'il avait idolâtré, était un criminel qui avait bâti la fortune familiale sur de l'argent sale. Daniel ne voulait rien avoir à faire avec ça. Il a pris la bague et a disparu, pensant pouvoir enterrer le secret pour toujours. Mais Cross l'a trouvé. Marcus hocha la tête. Ça a pris des années. Daniel était prudent. Il changeait d'identité, déménageait constamment, couvrait ses traces. Mais Cross n'a jamais cessé de chasser. Quand nous avons finalement localisé Daniel il y a 5 ans, il était déjà marié, avait déjà une fille. Les mains de Vincent se serrèrent en un point. Tu savais. Pendant tout ce temps, tu savais que Daniel était en vie. Je savais. Cross savait. Nous attendions le bon moment, mais Daniel est mort avant que nous puissions l'atteindre. Un accident de voiture il y a 3 ans, authentique, non arrangé. L'ironie ne m'échappe pas. Laissant Lily et Emma. Cross a supposé que Lily avait la bague. Il a envoyé des équipes pour la récupérer, mais elle était préparée. Elle a fui. Comme Daniel le lui avait appris, elle a réussi à nous échapper pendant 3 ans de plus. La voix de Marcus devint silencieuse. Jusqu'à il y a 2 semaines. La voix de Vincent était de glace. Tu as ordonné sa mort. Je n'ai rien ordonné. Cross a donné cet ordre directement. J'ai juste fourni des renseignements, des localisations, des mouvements. Il croisa les yeux de Vincent. Je ne savais pas qu'il la tuerait. Le plan était de la capture, pas l'assassinat. Mais elle s'est défendue. Elle en savait trop. Les choses ont dérapé. Tu es responsable. Je suis un survivant, tout comme toi, comme tout le monde dans ce monde où nous vivons. Vincent attrapa Marcus par le col, le tirant en avant. Une fillette de 7 ans a vu sa mère mourir à cause de ta survie. Elle a couru sous la pluie avec du sang sur les mains à cause de tes renseignements. Elle se réveille en hurlant chaque nuit à cause de ce que tu les as aidés à faire. Marcus tressaillit, mais ne détourna pas le regard. Cross n'arrêtera pas. Même si tu me tues, même si tu détruis tous ceux qui travaillent pour lui, il n'arrêtera jamais. Cet argent est son obsession. Il brûlera toute la ville pour l'obtenir. Qu'il essaye. Vincent relâcha Marcus et recula, se reprenant avec un effort visible. Que veut-il faire d'Emma? Un levier. La bague seule ne suffit pas pour ouvrir le coffre. Les banques suisses exigent une vérification d'identité, une parenté de sang avec le titulaire du compte d'origine. Emma est la fille de Daniel. Son ADN pourrait satisfaire les exigences biométriques.
Marcus fait une pause. Cross a besoin à la fois de la bague et de la fille. Sans elle, l'argent reste enfermé pour toujours. Vincent resta immobile, traitant tout. Les crimes de son grand-père, la découverte et la fuite de Daniel, le meurtre de Lily, le danger d'Emma. Tout lié par la cupidité, par les secrets, par une fortune bâtie sur la trahison. Enfermez-le, ordonna Vincent à ses gardes. Gardez-le en vie. Il pourrait avoir d'autres informations dont nous avons besoin. Marcus cria alors qu'il l'emmenait. Vincent, Cross a des ressources que tu ne peux pas imaginer. Des politiciens, la police, des juges. Tu ne peux pas le combattre par les canaux normaux. Il possède trop de gens. Vincent ne répondit pas. Il monta les escaliers du sous-sol et trouva Emma dans la bibliothèque, enveloppée dans une couverture, tremblant légèrement. Le docteur Sarah était assise à côté d'elle, parlant d'un ton apaisant, mais les yeux d'Emma étaient fixés sur la porte. Quand elle vit Vincent, elle courut vers lui. Il la rattrapa, la soulevant dans ses bras. Elle enfouit son visage contre son épaule, son petit corps tremblant. « C'est fini ?» murmura-t-elle. Vincent regarda par-dessus sa tête l'obscurité à l'extérieur des fenêtres. Quelque part là-dehors, Jonathan Cross attendait, planifiait, préparait son prochain coup. « Pas encore, » dit Vincent doucement, « mais ce sera bientôt le cas. Il mettrait fin à cela, pour Daniel, pour Lily, pour l'enfant effrayé qui s'accrochait à lui comme s'il était la seule chose solide dans son monde. Cross avait commencé cette guerre il y a 30 ans. Vincent la finirait. Le domaine de Long Island avait l'air différent en plein jour. La voiture de Vincent passa les grilles en fer à midi. Il avait appelé à l'avance cette fois, demandant une réunion formelle. Quoi qu'il se soit passé entre eux auparavant, il avait besoin d'Eleanor maintenant. Elle attendait dans la véranda, entourée d'orchidées et de la lumière de l'après-midi. Sa posture était rigide, son expression gardée. La dernière fois qu'ils s'étaient parlé, il l'avait menacée. « Vincent », sa voix était froide. « J'avoue que je suis surprise que tu sois venu. Nous devons parler. De Cross, de Daniel, de tout. » Les yeux d'Eleanor se plissèrent. « Que sais-tu de Jonathan Cross? » Vincent s'assit en face d'elle, sans y être invité. « Je sais qu'il chasse notre famille depuis 30 ans. Je sais qu'il a planté un espion dans mon organisation. Je sais qu'il a ordonné la mort de la femme de Daniel et qu'il a essayé de kidnapper Emma. » La couleur quitta le visage d'Eleanor. « Cross a tué Lily? » « Ces hommes l'ont fait, sur ses ordres. » Vincent se pencha en avant. « L'homme que vous avez envoyé pour sauver Emma de ma maison n'était rien comparé à ce que Cross a prévu. Il ne s'agit plus de garde familiale, grand-mère. Il s'agit de survie. » Eleanor resta silencieuse un long moment. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle attrapait sa tasse de thé, puis la reposa sans boire. « Je savais que Cross était dangereux. Je savais qu'il avait une histoire avec ton grand-père. Mais je n'aurais jamais imaginé. » Elle ferma les yeux. « Daniel, mon magnifique garçon. Il fuyait Cross depuis le début. Il a découvert quelque chose, un secret caché dans la bague. Grand-père a trahi Cross il y a 30 ans, a volé des millions de leur partenariat, les a cachés dans un coffre suisse. Daniel l'a découvert et n'a pas pu vivre avec cette connaissance. Il a pris la bague et a disparu pour protéger sa famille des retombées. » Eleanor hocha lentement la tête. « Ton grand-père m'a dit quelque chose une fois, il y a des années. Il a dit que la bague était un fardeau, pas un honneur. Je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire. Que vous a-t-il dit exactement? » Très peu. Il était toujours secret, même avec moi, mais je me souviens clairement de ces mots. La voix d'Eleanor devint lointaine avec le souvenir. Il a dit, « La bague contient la plus grande honte de notre famille. Quiconque en héritera d'une guerre. » Je pensais qu'il était dramatique. Maintenant, je comprends. Vincent étudia sa grand-mère, la femme qui s'était opposée à lui, l'avait menacé, avait envoyé des hommes armés dans sa maison, mais aussi la femme qui avait passé 10 ans à chercher son fils perdu, qui n'avait jamais cessé de croire en l'innocence de Daniel. « Cross n'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas la bague et Emma, » dit Vincent. « Il a besoin des deux pour accéder au coffre. Nous ne pouvons pas le vaincre séparément. Que proposes-tu? » Une alliance temporaire, au moins jusqu'à ce que Cross soit éliminé. Vincent la fixa. « Je sais que nous avons nos différends. Je sais que vous n'approuvez pas mes méthodes, mais en ce moment, la sécurité d'Emma est plus importante que nos désaccords.
Eleanor resta silencieuse, réfléchissant. Puis elle parla. Quel est ton plan? Cross s'attend à ce que je me rende. Il m'a donné 1 semaine pour lui remettre la bague. Je vais organiser une réunion, faire semblant de négocier. Quand il se montrera, nous frapperons. Il ne viendra pas seul, il aura une protection, des planches de secours. Moi aussi, et vous aussi. Les yeux de Vincent se durcirent. Votre réseau, vos relations dans les forces de l'ordre, en politique, combinées à mes ressources, nous pouvons le piéger complètement. Pas d'échappatoire, pas de seconde chance. Eleanor l'étudia un long moment. Tu as changé, Vincent. Le garçon que je connaissais aurait foncé seul, les armes à la main, ne faisant confiance à personne. Le garçon que vous connaissiez n'avait pas une enfant de 7 ans qui dépendait de lui. Quelque chose changea dans l'expression d'Eleanor, un adoucissement, une reconnaissance. Emma, dit-elle doucement, comment va-t-elle? Effrayée, traumatisée, mais plus forte qu'elle ne devrait l'être. La voix de Vincent baissa. Les me rappelle Daniel, la façon dont elle observe tout, se souvient de tout, la façon dont elle refuse de se briser même quand le monde s'effondre autour d'elle. Les yeux d'Eleanor brillèrent. Je veux la voir. Quand ce sera fini. Quand ce sera fini, nous discuterons de son avenir correctement. Mais pour l'instant, j'ai besoin de votre aide. Eleanor se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la mer grise d'automne, la même vue qu'elle avait contemplée lorsqu'elle avait appris l'existence de la famille secrète de Daniel, la même vue qu'elle avait fixée pendant d'innombrables nuits blanches, se demandant si son fils était vivant ou mort. « Je ferai n'importe quoi pour protéger Emma », dit-elle finalement. « Elle est tout ce qui reste de Daniel, ma dernière connexion avec lui. » Elle se tourna pour faire face à Vincent. « J'apporterai toutes les ressources que j'ai, chaque allié, chaque faveur due. Cross regrettera le jour où il a touché notre famille. » Vincent se leva et tendit la main. « Alors, nous sommes d'accord. » Eleanor regarda sa main, puis son visage. Pendant un instant, elle ne vit pas le chef de la mafia froid, mais le petit garçon qui avait autrefois suivi Daniel dans le domaine, adorant son oncle. Elle prit sa main. « Nous sommes d'accord. Pour Emma. » « Pour Emma, » fit écho Vincent. Grand-mère et petit-fils, ennemis jurés quelques jours auparavant, maintenant unis par l'amour pour un enfant dont aucun ne connaissait l'existence jusqu'à récemment. Jonathan Cross avait sous-estimé la famille Blackwood. Il ne referait pas cette erreur. L'entrepôt abandonné sur le quai 17 se dressait silencieux contre le ciel de minuit. Murs en métal rouillé, fenêtres brisées, l'odeur de sel et de décomposition flottant du port. Un endroit parfait pour les secrets, un endroit parfait pour les fins. Vincent arriva à minuit pile, comme convenu. Sa voiture passa seule la clôture en grillage, les phares fendant l'obscurité. Il sortit, ne portant que la bague dans sa poche et l'arme dissimulée sous son manteau. Cross attendait déjà à l'intérieur. L'homme plus âgé se tenait au centre de l'entrepôt, éclairé par des projecteurs portables. Autour de lui, au moins 20 hommes armés formaient un périmètre de protection. Des mercenaires professionnels, du même type que ceux qui avaient tué Lily. « Vincent !» Cross écarta les bras en un simulacre de bienvenue. « Je suis heureux que vous ayez retrouvé la raison. » Vincent s'avança lentement, ses pas résonnant dans l'espace caverneux. « Je suis là. Finissons-en. » La bague, d'abord. Vincent plongea la main dans sa poche et sortit l'anneau de platine. Le diamant bleu capta la lumière, scintillant comme une étoile gelée. Les yeux de Cross brillaient de décennies de faim. 30 ans que j'attends, 30 ans de patience, de planification, de sacrifice, et enfin ça se termine. Où est la fille? Vous avez dit qu'elle serait en sécurité si je coopérais. La fille reste où elle est. Une fois la bague vérifiée, je la libérerai. Vous avez ma parole. Votre parole. Vincent rit froidement. La parole d'un homme qui assassine des femmes et des enfants. L'expression de Cross se durcit. La mort de Lily était malheureuse mais nécessaire. Elle en savait trop. Daniel en savait trop. Les secrets ont un prix, Vincent. Votre grand-père l'avait compris. Mon grand-père était un voleur et un menteur. Oui, il l'était. Il m'a tout volé. Mon argent, mon avenir, ma dignité. Cross s'approcha. Mais vous pouvez réparer ça. Donnez-moi la bague. Partez. Laissez le passé enterré. Vincent leva la bague, l'examinant une dernière fois. Vous voulez ça? Venez la prendre. Il lança la bague à travers le sol de l'entrepôt.
Les yeux de Cross la suivirent, son sang-froid se fissurant. « Qu'est-ce que vous... Pensiez-vous vraiment que j'étais venu seul? » Les portes de l'entrepôt explosèrent vers l'intérieur. Les hommes de Vincent se déversèrent par toutes les entrées, les armes crachant le feu. Simultanément, les forces d'Eleanor firent éruption depuis les passerelles supérieures, faisant pleuvoir le feu sur les mercenaires de Cross. L'assaut combiné était écrasant, parfaitement coordonné. L'armée de Cross s'effondra en quelques minutes. Dans le chaos, Cross se précipita vers la bague, l'arrachant du sol. Il sprinta vers une porte latérale, ses gardes du corps restants couvrant sa retraite. Vincent le poursuivit, à travers des couloirs étroits, devant des machines rouillées, jusqu'au quai de chargement surplombant les eaux noires du port. Les hommes de Cross tombèrent un par un, jusqu'à ce que seul l'homme lui-même reste, acculé contre une balustrade sans nulle part où fuir. « C'est fini, Cross. » Cross se retourna, un pistolet dans sa main tremblante. « Restez en arrière, je vous tuerai. Vous essayez de tuer des Blackwood depuis 30 ans. Comment ça marche pour vous? Votre grand-père m'a détruit. » La voix de Cross se cassa de décennies de rage. « J'avais tout, l'argent, le pouvoir, le respect. Il a tout pris, m'a laissé avec rien d'autre que l'humiliation. Alors, vous avez passé votre vie à chercher la vengeance, à chasser Daniel, à assassiner Lily, à terroriser une fillette de 7 ans. » Vincent secoua la tête. « Pourquoi? De l'argent qui n'a jamais vraiment été le vôtre pour commencer? Il était à moi. Nous étions partenaires égaux. Il n'y a pas d'égalité entre les voleurs. » Cross tira. Vincent bougea plus vite. La balle effleura son épaule alors qu'il réduisait la distance, attrapant le poignet de Cross et le tordant sauvagement. L'arme tomba au sol. Le poing de Vincent heurta la mâchoire de Cross, envoyant l'homme plus âgé s'écraser contre la balustrade. Cross s'affaissa, du sang coulant de sa bouche. « Tuez-moi alors, finissez-en. » Vincent se tenait au-dessus de lui, respirant difficilement. Chaque instinct criait au sang, à la justice, à la vengeance. Mais le visage d'Emma apparut dans son esprit. Ses yeux innocents, sa confiance fragile, la façon dont elle l'appelait sa famille. Non, Vincent recula. La mort est trop facile. Vous allez passer le reste de votre vie dans une cellule, en sachant que vous avez échoué, en sachant que les Blackwood ont gagné. Il sortit son téléphone et passa un appel. En quelques minutes, les sirènes de police retentirent au loin. Les contacts d'Eleanor dans les forces de l'ordre, armés des preuves que Marcus avait fournies, assez pour mettre Cross à l'ombre pour toujours. Cross rit amèrement alors que les officiers s'approchaient. « Vous pensez que la prison m'arrêtera? J'ai des relations partout. » Plus maintenant. Vincent regarda alors qu'il menottait l'homme qui avait hanté sa famille pendant 3 décennies. Eleanor s'en est assurée. Chaque politicien que vous possédiez, chaque juge que vous avez soudoyé, ils sont tous sous enquête en ce moment. Votre empire est fini. Le visage de Cross se tordit de haine alors qu'il l'emmenait. Ce n'est pas fini, Blackwood. Ce n'est jamais fini. C'est fini pour vous. L'entrepôt tomba dans le silence. Vincent se tenait seul sur le quai de chargement, la bague lourde dans sa poche. Son épaule le lançait là où la balle l'avait effleuré, mais la douleur semblait lointaine, sans importance. Cross était parti. La menace qui avait tué Daniel et Lily, qui avait terrorisé Emma, qui avait empoisonné 3 générations de Blackwood, était à être enfin neutralisée. Mais la bague restait, le coffre suisse restait. Quels que soient les secrets que son grand-père y avait enterrés, ils attendaient toujours dans l'obscurité. Vincent regarda le port, les lumières de la ville se reflétant sur l'eau noire. Une bataille était terminée, mais la guerre avec le passé était loin d'être finie. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit à l'entrepôt. Le printemps était arrivé à Manhattan, peignant le domaine des Blackwood de vert tendre et d'un doux soleil. Les jardins fleurissaient d'une nouvelle vie. Les oiseaux chantaient dans les chênes anciens. L'air sentait les nouveaux départs. À l'intérieur du manoir, tout avait changé. Le rire d'Emma résonnait dans des couloirs qui n'avaient connu que le silence pendant des décennies. Ses dessins couvraient le réfrigérateur de la cuisine. Ses livres remplissaient des étagères qui n'avaient autrefois contenu que des documents commerciaux. Sa présence avait transformé la forteresse froide en quelque chose qui ressemblait à une maison. Les papiers d'adoption avaient été finalisés il y a 2 semaines. Vincent Blackwood, célibataire endurci, chef de la pègre notoire, était devenu père.
Eleanor avait donné sa bénédiction, témoignant même au tribunal du lien familial. Le juge avait été ému par leur front uni, par leur engagement envers un enfant qui avait tout perdu. Emma était officiellement une Blackwood maintenant. Non seulement par le sang, mais par la loi. Elle avait commencé à fréquenter l'Académie Dalton en septembre. Au début, la transition fut difficile. 7 ans d'isolement avaient laissé des lacunes dans son éducation, des trous dans ses compétences sociales. Mais les enfants sont résistants, et Emma était plus résistante que la plupart. Maintenant, elle avait des amis, de vrais amis qui l'invitaient à des fêtes d'anniversaire et à des soirées pyjama. Elle rattrapait son retard scolaire, son intelligence naturelle brillant une fois que le traumatisme commençait à guérir. Le docteur Sarah lui rendait encore visite chaque semaine, surveillant ses progrès, s'émerveillant de son rétablissement. Les cauchemars venaient moins fréquemment maintenant. Certaines nuits, elle dormait d'une traite jusqu'au matin. Vincent s'était rendu en Suisse le mois précédent, affrontant enfin le secret du coffre. Ce qu'il y avait trouvé avait surpris tout le monde. L'argent était réel, des centaines de millions de dollars accumulés sur des décennies. Mais à côté de la fortune se trouvait une lettre de son grand-père, écrite peu avant sa mort. Le vieil homme avait tout expliqué. Cross avait prévu d'utiliser les bénéfices de leur partenariat pour financer le trafic d'armes illégales. Lorsque le grand-père de Vincent avait découvert la vérité, il avait volé l'argent et l'avait caché avec l'intention de le donner à des œuvres de charité. Mais il était mort avant de pouvoir exécuter son plan, ne laissant que la bague et ses secrets derrière lui. La fortune n'était pas de l'argent sale après tout. C'était de l'argent sauvé de devenir de l'argent sale. Vincent avait pris une décision. La somme entière serait transférée à une nouvelle fondation caritative dédiée à aider les enfants orphelins. Elle s'appellerait la Fondation Daniel et Lily Blackwood, en l'honneur des parents qui étaient morts en protégeant leur fille. Eleanor avait pleuré quand il le lui avait dit. C'était la première fois que Vincent voyait sa grand-mère pleurer. Maintenant, par un chaud après-midi d'avril, Vincent était assis sur l'herbe derrière le manoir, sa veste de costume jetée, ses manches retroussées. Emma était assise à côté de lui, regardant les nuages dériver dans le ciel bleu. « Celui-là ressemble à un lapin, » dit-elle en pointant du doigt. « Je vois un dragon. Les dragons ne sont pas réels. Les lapins en nuages non plus. » Emma gloussa, un son qui surprenait encore Vincent par sa simple joie. Il y a 3 mois, il ne savait pas que cet enfant existait. Maintenant, il ne pouvait pas imaginer la vie sans elle. « Oncle Vincent ?» Sa voix devint sérieuse. « Oui ?» Emma se redressa, arrachant de l'herbe de sa jupe. Elle semblait se débattre avec quelque chose, son petit visage plissé de concentration. « Comment devrais-je t'appeler maintenant, puisque tu m'as adopté ?» Vincent se tourna pour la regarder. Ses yeux noisettes, si semblables à ceux de Daniel, si semblables aux siens. L'héritage des Blackwood continuait dans cette petite fille courageuse. « Comment veux-tu m'appeler » Emma réfléchit un long moment. Elle se souvint des histoires de sa mère sur le père qu'elle n'avait jamais connu. Elle se souvint de la terreur de cette nuit pluvieuse, de la fuite désespérée dans l'obscurité, du moment où un étranger aux yeux froids l'avait rattrapée quand elle était tombée. Elle se souvint comment cet étranger était devenu son protecteur, sa famille, sa maison. « Papa, » dit-elle doucement, « puis-je t'appeler papa? » La gorge de Vincent se serra. Pendant 36 ans, il avait construit des murs autour de son cœur. Il s'était convaincu que l'amour était une faiblesse, que la famille était une obligation, qu'il valait mieux être seul. Une petite fille avait tout démoli. « Oui, » murmura-t-il, ses yeux brillants de larmes qu'il refusait de laisser couler. « Tu peux m'appeler papa. » Emma jeta ses bras autour de lui et Vincent la serra fort. Sa fille, sa famille, sa rédemption. « Je t'aime, papa, » murmura Emma contre sa poitrine. Vincent ferma les yeux, sentant quelque chose de chaud fleurir dans les espaces froids de son cœur. « Je t'aime aussi, ma chérie. » Ils restèrent assis ensemble sur l'herbe alors que le soleil commençait sa descente, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. Un homme qui n'avait connu que l'obscurité et un enfant qui avait survécu au pire que le monde pouvait offrir, des personnes brisées qui s'étaient trouvées dans le chaos. Une nouvelle famille forgée non seulement par le sang, mais par le choix, par le sacrifice, par l'amour. L'héritage des Blackwood continuerait, mais il serait différent maintenant, plus léger, plus chaleureux, touché par l'espoir innocent d'une fillette de 7 ans qui avait appris à un homme endurci à ressentir à nouveau.
Et quelque part, peut-être, Daniel et Lily regardaient, souriant, en paix enfin. Chers amis, cette histoire nous enseigne de profondes leçons sur la vie. La famille n'est pas toujours définie par le sang, mais par l'amour et le sacrifice. Même dans nos moments les plus sombres, l'espoir peut nous trouver de manière inattendue. Les murs que nous construisons pour nous protéger deviennent souvent les prisons qui nous isolent. Et parfois, les plus petites mains peuvent atteindre les parties les plus profondes de nos cœurs. Quelles que soient les tempêtes que vous affrontez, n'abandonnez jamais. Comme Emma, continuez à survivre, continuez à espérer, continuez à croire que quelque part, quelqu'un attend de devenir votre famille. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec ceux que vous aimez. Chaque jour, nous vous apportons de nouvelles histoires remplies d'émotions, d'inspiration et de connexions humaines. Nous voulons avoir de vos nouvelles. Comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Avez-vous vécu des moments où un étranger est devenu une famille? Ou l'amour vous a trouvé dans des endroits inattendus? S'il vous plaît, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires comptent pour nous et nous lisons chacune d'entre elles. Du fond du cœur, merci d'avoir regardé. Puissiez-vous être bénis de bonne santé, de bonheur et de paix dans votre vie quotidienne. Puissiez-vous trouver votre propre famille, votre propre appartenance, votre propre lumière dans l'obscurité. Au revoir pour l'instant et nous nous retrouverons dans notre prochaine vidéo. Prenez soin de vous et les uns des autres jusqu'à notre prochaine rencontre.